Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Comment remplacer les profs absents? Un véritable casse-tête pour les établissements, notamment pour les absences de courte durée. En cette fin de quinquennat, le gouvernement lance un plan pour améliorer la situation. Un coup de communication selon les syndicats. Le détail dans cette édition. Le ras-le-bol des policiers, ils étaient plusieurs centaines à manifester dans la nuit à Paris, ne répondant à l'appel d'aucun syndicat. Ils entendaient protester contre les attaques qu'ils subissent régulièrement. Un comportement inacceptable pour le patron de la police générale. Les réactions dans un instant. Les confidences explosives de François Hollande aux journalistes sèment le doute dans son entourage. Ses proches s'interrogent sur l'opportunité de sa candidature au groupe PS du Sénat. Certains le pressent de se déclarer. Reportage à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Mickaël Zamès et Tam Tranui en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. La méthode Hollande sème le trouble même parmi ses proches et ses plus fidèles soutiens, déstabilisés par ses confidences explosives publiées dans le livre. Un président ne devrait pas dire ça. Conséquence, la publication d'un appel à soutenir sa candidature en 2017 a dû être reportée, faute de signature de parlementaires. Reportage ce matin au groupe socialiste du Sénat, Jérôme Brabier. Au sein des sénateurs PS, le livre sur les confidences de François Hollande a tellement remué les esprits que le président du groupe socialiste au Sénat, Didier Guillaume, a voulu débuter la réunion hebdomadaire par un débat sur le sujet. Chacun a pu livrer son sentiment, notamment sur l'attente d'une déclaration de candidature ou non de François Hollande. Bon, il y a beaucoup de désarroi. Je pense qu'il serait temps effectivement que des décisions soient prises ou que des candidatures soient annoncées. Je pense que faire durer tout cela jusqu'en décembre est un facteur de déstabilisation majeur. Je pense qu'il serait utile que chacun sache quel choix il aura à faire et puisse le faire en conscience et que la primaire puisse jouer pleinement son rôle. Une position minoritaire dans le groupe où de nombreux élus restent légitimistes envers le président de la République et où on préfère parler du programme et du bilan plutôt que d'une date d'entrée en campagne. C'est pas parce qu'on n'aime pas son curé qu'il faut changer de religion. Le curé, aujourd'hui, des socialistes, il est un peu en perte de crédibilité. Ce qui est important, c'est la religion. C'est-à-dire, est-ce que nous croyons toujours aux valeurs socialistes, celles que nous portons, celles de solidarité, de laïcité, d'égalité. Et par conséquent, c'est de ça qu'il faut que nous parlions. Preuve que l'ambiance n'est toutefois pas au beau fixe, un projet de tribune signé par de nombreux parlementaires appelant à soutenir François Hollande a été repoussé. Les dernières révélations sur le quinquennat en auraient refroidi certains et la décision de remettre à plus tard ce projet a été actée dans l'attente d'une parole présidentielle qui tarde à venir. Le démantèlement de la jungle de Calais pourra commencer lundi 24 octobre. Le tribunal administratif de Lille vient de rendre son jugement. Il a rejeté la requête déposée par un collectif de 11 associations. Pour Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, il s'agit maintenant d'une question de jour. Le ministre l'a redit cet après-midi devant les députés en promettant une mise à l'abri dans des conditions, je cite, dignes des migrants vivant sur le campement. On écoutera avec attention la réponse du gouvernement tout à l'heure pendant la séance de questions d'actu et une question de la sénatrice écologiste Esther Benbassa dans un instant. Chaque année, un collégien ou un lycéen perd en moyenne 29 heures de cours par an, soit une semaine sur les 36 que compte l'année scolaire. En cause, le non-remplacement des enseignants face à l'ampleur du phénomène. Le gouvernement a dévoilé de nouvelles mesures que nous détaille Flora Sauvage. 6 semaines après la rentrée, les associations de parents d'élèves tirent la sonnette d'alarme. Encore trop de professeurs absents ne sont pas remplacés. Au jour où je vous parle, la FCPE constate que nous sommes à 5527 journées non remplacées dans les écoles, les collèges et les lycées. Donc cette situation est extrêmement alarmante et les parents sont extrêmement inquiets de ces non-remplacements dans les écoles, collèges et lycées. Face à ce constat, Najat Vallaud-Belkacem propose 7 mesures. Pour lutter contre le non-remplacement des professeurs absents, la ministre de l'Éducation nationale promet une gestion départementale des enseignants remplaçants. Alors que jusqu'à présent, on avait des types de remplacements qui étaient cloisonnés. Vous aviez les remplaçants faits pour les courtes durées, les remplaçants faits pour les longues durées, les remplaçants faits pour tel périmètre et pas pour tel autre. Et bien désormais, on aura un seul périmètre géographique dans lequel chaque remplaçant pourra être sollicité. Autre mesure annoncée, la gestion des absences prévisibles doit être améliorée et une meilleure information des parents sera expérimentée puis généralisée.
Enfin, le ministère souligne que sous la droite, entre 2008 et 2012, 1576 postes de remplaçants avaient été supprimés. Un rassemblement inédit cette nuit. Des policiers ont laissé éclater leur colère en manifestant dans Paris après l'agression de leurs collègues en Essonne. Ils s'inquiètent de leurs conditions de travail. Une démarche inacceptable pour la direction générale de la police nationale. Les explications de Julie de Folleville et Gwenaëlle Francius. Sirènes, gyrophares, circulation bloquée. Hier soir, les Champs-Élysées ont été le théâtre d'un rassemblement important de la police nationale. Un mouvement rarissime pour dénoncer leurs conditions de travail, mais aussi en soutien à Vincent, leur collègue de 28 ans grièvement blessé dans l'attaque au cocktail Molotov le 8 octobre dernier à Viry-Châtillon. Mais dans un communiqué de presse, le patron de la police, Jean-Marc Falcon, dénonce un comportement inacceptable et contraire à leurs obligations statutaires. Une manifestation surprise à laquelle les syndicats n'étaient pas conviés. Pour Philippe Dominati, sénateur de Paris, les policiers adressent leur ras-le-bol à un gouvernement futur. Ils ont bien compris que le gouvernement était en fin d'exercice du pouvoir, qu'il promettait des mesures qu'il ne serait pas en mesure d'exécuter et que l'alternance arrivait. Donc en réalité, je crois que les manifestations sont destinées aux successeurs du pouvoir actuel pour essayer d'améliorer le plus rapidement possible le cadre du déploiement des forces de sécurité. En France, 20 policiers sont agressés chaque jour dans l'exercice de leurs fonctions. Et dans notre multiplex, on prend tout de suite la direction de la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat où nous attend notre journaliste Tam Tranui. Bonjour Tam. Bonjour. Dans quelques heures, ce sera le vote sur l'ensemble du projet de loi égalité et citoyenneté. Les explications de vote vont intervenir après la séance de questions d'actualité. Peut-être un petit résumé de tout ce qui a été voté, Tam, ici par les sénateurs et modifié aussi. Oui, effectivement, c'est un texte qui a été très largement détricoté par le Sénat. Je vous en rappelle, l'objectif original, c'était lutter, je cite, contre l'apartheid territorial, social et ethnique. C'était Manuel Valls qui avait utilisé ces mots en janvier 2015, après les attentats de Charlie. Alors ce texte, il comprend 3 volets. Un sur la citoyenneté et la jeunesse, un deuxième sur le logement social et sur la mixité sociale, et enfin un troisième sur l'égalité réelle. Ce troisième volet porte notamment sur la lutte contre le racisme et les discriminations. Alors le texte, je l'ai dit, a été profondément modifié par la droite sénatoriale qui a notamment tous azimuts supprimé le service civique obligatoire, qui au niveau du logement social a également refusé d'attribuer 25% des logements sociaux dans les quartiers hors quartiers prioritaires aux demandeurs les plus pauvres, qui a aussi largement assoupli au passage la loi SRU et qui a aussi refusé la mise en place d'un délit d'entrave à l'IVG sur Internet pour des questions de droit. En revanche, le Sénat, sachez-le, avec l'accord du gouvernement, a adopté l'article interdisant le paiement par un tiers d'amende solidaire pour port du niqab. On avait parlé de cet article, de cet amendement comme de l'amendement anti-Burkini. Alors cette mesure vise particulièrement l'homme d'affaires algérien Rachid Nekaz, qui est connu pour payer ses amendes devant les médias. D'ailleurs, la dernière fois, c'était encore le week-end dernier à Toul, où Nadine Morano s'était d'ailleurs opposée à lui devant caméra et photographe. Merci beaucoup Tam pour toutes ces précisions et on vous retrouvera tout au long de cette émission. Direction à présent la salle des conférences du Sénat pour retrouver Mickaël Zamé. C'est son premier invité, le sénateur Les Républicains de Maine-et-Loire, Christophe Béchu. C'est à vous Mickaël. Oui, avec Christophe Béchu, on va parler des questions évidemment de sécurité. Vous avez connu un drame vous-même ce week-end, ça n'a rien à voir, mais vous avez vu peut-être question de sécurité dans l'éducation nationale, question de sécurité avec des policiers qui manifestent cette nuit sur les Champs-Élysées. Il y a quelque chose quand même d'un climat qui a changé. Est-ce qu'on a franchi une étape selon vous ? C'est certain que l'addition d'actes isolés, mais qui se répètent, avec notamment des agressions d'enseignants à la porte des lycées, avec effectivement cette nuit, cette réaction de ras-le-bol d'un certain nombre de policiers, elle témoigne d'un climat aujourd'hui particulier dans le pays, qui ajoute à une angoisse que vivent nos concitoyens, qui est déjà liée au terrorisme, aux difficultés, et qui donne le sentiment que la violence, elle est effectivement en train de se répandre partout, y compris
par rapport à des sanctuaires, parce que l'école est un sanctuaire, et s'il y a bien un lieu dans lequel il faut faire en sorte de préserver de toute violence nos enfants, c'est celui de l'école. Que doit faire l'État? Est-ce que l'État peut faire quelque chose dans ce genre de circonstances? On a l'impression que les actes qui sont le symbole de quelque chose, on s'en prend directement à tout ce qui concerne l'État. L'éducation nationale, la police, la justice, c'est l'État qui est frappé aujourd'hui. C'est d'autant plus troublant et douloureux qu'on a bien vu que ce sont ces symboles qui sont en première ligne pour nous protéger face aux actes terroristes que notre pays a subis. Le sentiment de soutien, notamment par rapport à la police, par rapport à l'ensemble des corps constitués ou des autorités, n'a jamais été aussi fort qu'après les terribles attentats qui ont endeuillé notre pays. Bien sûr que l'État peut faire quelque chose. Dire que l'État ne peut rien faire, ce serait renoncer à toute action politique. On va parler un petit peu d'autre chose, peut-être un petit peu de campagne politique. Vous avez pris fait et cause pour Alain Juppé. Cette campagne aujourd'hui, vous la voyez comment pour Alain Juppé? On a l'impression que c'est déjà plié finalement. Non, c'est pas du tout ni mon sentiment, ni celui d'Alain Juppé. Les sondages, il faut les prendre et les oublier aussi vite qu'ils ont été publiés. Vous savez qu'on n'est pas face à une élection classique, on est face à une primaire. Et c'est donc d'abord de la mobilisation des Français, de la composition du corps électoral les 20 et les 27 novembre prochains que dépendra en grande partie le résultat. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une attente de la part de beaucoup de nos concitoyens, la déception à l'égard du président de la République, encore renforcée par le livre de ces derniers jours, fait qu'il y a aujourd'hui une volonté d'alternance qui est en train d'émerger dans le pays. Donc chacun mesure que le vainqueur de la primaire, il a de grandes chances de se retrouver dans une situation où il pourra devenir le prochain président de la République, mais ça suppose, pour que le choix et pour que la dynamique soit la plus forte possible, que les Français soient les plus nombreux possibles à se rendre les 20 et les 27 novembre dans les bureaux de vote de la primaire des Républicains, de la droite et du centre. Donc rien n'est fait, la campagne continue. Vous attendez quoi d'Alain Juppé pour le deuxième débat qui aura lieu d'ici quelques jours? J'attends de lui qu'il soit capable de conserver la même hauteur de vue, la même capacité à ne pas se laisser entraîner par des débats qui ne sont pas ceux de l'élection présidentielle. J'attends aussi qu'il continue la campagne de terrain qu'il conduit. Il sera demain à Rennes pour parler de cohésion sociale. Je pense que c'est un sujet dont on a peu parlé depuis le début de cette campagne et qui me semble extrêmement important, y compris parce que dans les troubles qu'on connaît, c'est bien vers cette cohésion sociale qu'il faut aussi qu'on soit capable de se tourner. Vous parliez du livre tout à l'heure, du livre de journaliste à propos de François Hollande, des propos en tout cas tenus par François Hollande. Vous comprenez la tristesse, la soupe à la grimace qui a lieu en ce moment dans les groupes parlementaires socialistes à l'Assemblée comme au Sénat? Je les comprends, je ne suis pas socialiste, mais je partage la consternation d'une partie d'entre eux. D'abord parce que c'est troublant de voir que dans les circonstances que traverse notre pays, avec la lourdeur de la charge qui incombe au président de la République, il ait pu consacrer autant de temps à commenter son action et avec des commentaires qui ne donnent pas de perspective ou un cap pour notre pays, mais qui sont une sorte de suite de récits, d'anecdotes, de confidences livrées à l'oreille des journalistes qui ne grandissent pas la fonction, qui ne grandissent pas la politique et qui affaiblissent collectivement aussi la capacité de notre pays à mesurer que dans l'élection présidentielle qui arrive, c'est bien le cap pour la France, pour les 5 prochaines années qui est en jeu. Merci d'avoir répondu à nos questions, Christophe Béchu. Pour information, Delphine, on a vu beaucoup de parlementaires, beaucoup de ministres à qui on a sollicité, à qui on a présenté le micro tout simplement pour pouvoir s'exprimer. On a eu beaucoup de refus. On a eu notamment de nombreux ministres à qui on a proposé de parler sur la question de sécurité, notamment Bernard Cazeneuve ou d'autres encore, mais ils ont tous refusé de répondre. Preuve aussi d'une certaine fébrilité, peut-être aussi d'une certaine méfiance à l'égard de l'actualité politique autour de François Hollande, bien évidemment. Merci beaucoup, Mickaël, pour toutes ces précisions. Un petit détour par l'hémicycle à présent où nous attend Tam Tranui. Dans quelques secondes vont débuter les questions d'actualité au gouvernement. Quel est l'ordre du jour, Tam ? Oui, parmi les temps forts cet après-midi, il va y avoir une question du sénateur Les Républicains Jacques Pierre au ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, une question qui portera sur les manifestations des policiers, notamment après la manifestation inédite sur les Champs-Élysées cette nuit. Il y aura aussi une question à droite toujours de Colette Mello qui s'adressera à Jean-Marc Ayrault qui devra répondre sur le retour prévisible des djihadistes si le fief de Mossoul tombe. C'est alors qu'il y a de nombreuses inquiétudes du côté notamment du commissaire européen à la sécurité. Sachez enfin qu'il y aura aussi une question importante du côté de l'écologiste Esther Benbassa qui interrogera Bernard Cazeneuve sur le sort des réfugiés après le démantèlement du camp de Calais. Et tout de suite donc, Gérard Larcher a commencé la séance de questions d'actualité.
Merci beaucoup Tam, on vous retrouve tout à l'heure. Effectivement, Gérard Larcher vient de s'installer au plateau pour le début de cette séance. On se retrouve bien entendu juste après pour l'analyse et le décryptage. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et concerne la révision de la carte des zones défavorisées simples. La France doit revoir la carte de ces zones d'ici juin prochain. Vous nous avez présenté, Monsieur le ministre, une carte provisoire le 22 septembre dernier comportant les nouvelles règles imposées par la Commission européenne. L'unité de base pour délimiter ces zones restant la commune, les inquiétudes chez les agriculteurs et les maires sont très vives en ce moment, suite à la présentation de ce nouveau projet de carte. Si les communes n'appartiennent plus aux zones défavorisées, les agriculteurs présents sur ce territoire ne pourront plus bénéficier de la quasi-totalité des aides de l'Union européenne dédiées précisément à ces zones défavorisées. Ces zones-là concerne environ 10 400 communes sur notre territoire et plus de 30% de la surface agricole utile nationale. 42% des bénéficiaires de l'ICHN seraient concernés par ces modifications de découpage. L'attribution de l'ICHN est en effet directement basée sur ce classement. Après ces 3 années de crise consécutive, les agriculteurs de notre département, par exemple, mais nous ne sommes pas un fait unique, bien entendu, ont besoin de soutien. Dans notre département, 121 communes au regard de la première carte, seraient rayées de la carte, donc, d'après cet avant-projet, ce qui représenterait plus de 4 millions d'euros d'ICHN et près de 1000 exploitations. Et pourtant, les communes actuellement comprises dans le zonage ont des spécificités bien particulières qui justifient amplement ce classement. Vous comprendrez donc, Monsieur le ministre, les craintes que nous pouvons avoir et combien la combativité de la France auprès des instances européennes est importante. Nous savons que la version que vous avez proposée est faite à partir de critères européens avec notamment l'application de 8 caractères biophysiques. Il nous faut travailler sur des caractères spécifiques et proposer de nouveaux critères. Je vous en cite quelques-uns. Prise en compte de la polyculture élevage, prise en compte des surfaces fourragères, des taux de chargement, des taux de boisement et des zones inondables. Je vous demande donc, Monsieur le ministre, si vous comptez revoir cette nouvelle carte. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture, Monsieur Stéphane Le Foll. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, vous avez à la fois posé la question et vous avez pratiquement apporté la réponse. Donc ça va être un peu plus simple pour le ministre de l'Agriculture. Je voudrais rappeler d'abord que cette modification des cartes sur les zones défavorisées simples est liée à une décision européenne qui remonte à 2003. Il se trouve que la mise en application revient au ministre de l'Agriculture aujourd'hui. Ces modifications portent sur les critères qui étaient appliqués jusque-là aux zones défavorisées simples, critères qui ont été modifiés puisqu'ils dataient de 1970. Donc l'Europe a voté. Et d'ailleurs, si vous voulez aller vérifier les votes, vous verrez que c'était assez unanime à l'époque, en particulier au Parlement européen. Donc il faut maintenant l'appliquer. Quel est le principe? Ce que nous avons sorti comme carte, puisque l'application sera effective de ces modifications en 2018 et que le processus européen fait que nous sommes obligés d'engager cette modification. Premier principe, première carte, aucune zone de montagne, haute montagne n'est concernée par cette redéfinition des zones sensibles, difficiles sensibles, ou simples plutôt. Défavorisées, je vais y arriver, je suis un peu fatigué, mais je vais y arriver. Les zones défavorisées simples, aucune zone montagne, haute montagne. Ensuite, sur les critères biophysiques qui ont été retenus pour la carte qui est celle d'aujourd'hui. Les 8 critères biophysiques sont ceux qui sont aujourd'hui dans les textes européens. Qu'est-ce que nous avons comme marge? Vous avez utilisé un mot quand même, il faut toujours se méfier, comme si j'allais rayer des communes de la carte. Il ne faut quand même pas exagérer. Ce n'est pas rayer des communes de la carte, c'est simplement faire ce que l'Europe a décidé, appliquer ça avec une marge de 10% pour pouvoir négocier sous de nouveaux critères les communes qu'on va rajouter à cette première carte. Et s'il y a eu 5% du territoire actuellement qui a été réduit du fait de cette première carte, la marge de manœuvre que nous avons sur les nouveaux critères est de 10% par rapport à ces zones défavorisées simples. Nous avons donc une marge qui s'appliquera avec des critères. Vous en avez listé un certain nombre, Monsieur le Sénateur. Et donc, c'est sur cette base-là que nous allons travailler ensemble. Merci. La parole est à notre collègue Jacques Legendre pour le groupe Les Républicains. 2 minutes maximum.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, ma question s'adresse à vous. En France, la politique de la langue est une politique d'État. Vous vous êtes préoccupé récemment de l'état de l'illettrisme en France et vous avez souhaité, Monsieur le Premier ministre, confier un rapport sur ce point à l'ex-secrétaire général de la CGT, Monsieur Le Pen, qui pourrait être placé à la tête d'une agence de la langue française dont la création serait motivée par le souci d'accentuer la lutte contre l'illettrisme. Vous avez raison, Monsieur le Premier ministre, de vouloir lutter contre l'illettrisme. Mais la politique de la langue ne peut pas non plus se réduire à une lutte contre l'illettrisme. Il s'agit donc, quand on touche aux structures qui protègent en France notre langue, de voir ce problème dans sa globalité. Monsieur le Premier ministre, pourriez-vous nous donner quelques informations sur la situation et vos intentions dans ce domaine, car il nous paraîtrait de toute façon indispensable que cette réforme de structure se fasse après un débat au Parlement et non pas simplement à l'occasion de telle ou telle décision administrative. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, Madame Najat Vallaud-Belkacem. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Legendre, pardon, ah oui, vous êtes là. Oui, merci pour votre question, Monsieur le sénateur, car nous partageons évidemment la préoccupation que vous avez manifestée, le fait de savoir qu'aujourd'hui 18% de jeunes Français n'ont pas une bonne maîtrise de la lecture, que 8% sont des lecteurs médiocres ou encore que 10% sont en grande difficulté et proches de l'illettrisme est une préoccupation de tous les instants. Et c'est la raison pour laquelle, pour ce qui concerne l'éducation nationale déjà, a été adoptée la loi de refondation de l'école qui, je vous le rappelle, met la maîtrise des fondamentaux au cœur des apprentissages. Vous le retrouvez dans le fait simplement d'avoir réinstauré une 5e matinée de classe pour les enfants. C'est quand même la meilleure des façons de leur garantir ce bon apprentissage. Vous le retrouvez aussi dans les nouveaux programmes de la scolarité obligatoire qui s'appliquent depuis cette rentrée scolaire et qui mettent l'accent sur ces fondamentaux, notamment sur la maîtrise du français, y compris dans les autres disciplines abordées par les élèves en mathématiques, en histoire, avec une insistance faite à l'expression orale et écrite. Avec le retour de la dictée quotidienne aussi, c'est un effort de plus qui est réalisé. Je pourrais également citer la préscolarisation des enfants avant l'âge de 3 ans, étant considéré que le meilleur moyen d'avoir une exposition précoce des enfants au langage parlé, c'est de les accueillir à l'école tôt et nous avons de plus en plus de progrès en la matière. Mais enfin, je terminerai simplement en disant que vous avez raison, la question de la lutte contre l'illettrisme ne se mène pas qu'à l'école et c'est tout l'objet de la mission qui a été confiée par le Premier ministre à Monsieur Le Pen pour faire en sorte que cette agence puisse être à la fois au service du recul de l'illettrisme mais aussi de la promotion de la langue française. Monsieur Legendre. Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre, vous n'avez pas répondu précisément à ma question. Bien sûr que nous sommes tous d'accord pour améliorer les dispositifs contre l'illettrisme, mais la politique de la langue française ne se résume pas à ça. Quand on parle de rattacher à cette agence le Centre international d'études pédagogiques de Sèvres, qui jusqu'ici dépendait de vous, Madame la Ministre, quand on parle d'y rattacher la DGLF, qui jusqu'ici dépend du ministère de la Culture, on se rend compte de la complexité du problème. Nous vous demandons un débat au Parlement sur la meilleure structure pour protéger la langue française. Vous ne pouvez pas prendre des décisions dans ce domaine sans que la représentation nationale ait eu à en connaître. Merci. La parole est à notre collègue Alain Bertrand pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Alain Vidaliès. Monsieur le ministre, les trains d'équilibre du territoire financés par l'État représentaient par nature une garantie de desserte de nos territoires ruraux et hyper-ruraux. Pour une partie du Massif central, il s'agit des lignes Clermont-Ferrand-Béziers, l'Aubrac, et Clermont-Ferrand-Nîmes, le Cévenol. Aujourd'hui, on nous dit que les trains d'équilibre du territoire coûtent trop cher. En juillet, M. Vidaliès annonçait le désengagement de l'État pour ces 2 trains.
les condamnant à disparaître si les régions ne les prennent pas à leur charge. Bien sûr, les régions n'en ont pas les moyens. Au surplus, les TET qui sont maintenus sont de fait des intercités et non des outils de desserte de la ruralité. Dans la ruralité, l'État, même en partenariat avec les régions, doit maintenir son engagement et rester chef de file. Je vous propose de mettre en place un tram Massif Central, qui comporterait une partie commune Paris-Clermont-Ferrand, sur laquelle vous engagez déjà le renouvellement total du matériel roulant, et c'est très bien. Ensuite, une prolongation est qui ferait Paris-Clermont-Nîmes et une ouest qui faisait Paris-Clermont-Ferrand-Béziers. Ligne déjà électrifiée. Cette ligne Transmassif Central succéderait à l'Aubrac et au Cévenol. Ce serait un formidable atout et ça amortirait les investissements en cours. Que pensez-vous de cette proposition? Bien, pour vous répondre, la parole est à Madame Barbara Pompili, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Environnement. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Alain Bertrand, les trains d'équilibre du territoire constituent une composante essentielle, vous l'avez dit, de la desserte de nombreux territoires, mais ils ne répondent plus aujourd'hui de manière satisfaisante aux attentes des voyageurs. Et comme vous le savez, ces trains ont perdu près de 20% de voyageurs et sont dans une situation financière de moins en moins soutenable. Pour lancer le chantier de la renaissance de ces trains à la suite du travail mené par la commission pluraliste présidée par Philippe Duron, le gouvernement a engagé une nouvelle dynamique en prenant des décisions fortes que le secrétaire d'État au transport a présentées le 21 juillet dernier. Je souligne en particulier les investissements tout à fait significatifs que l'État a décidé de consentir pour le renouvellement du matériel roulant à hauteur de 2,5 milliards d'euros. La concertation se poursuit avec les régions sur la question de la gouvernance de certaines lignes. Cette concertation, qui, je le rappelle, a d'ores et déjà abouti à un accord avec la Normandie, devrait permettre de nouveaux accords dans les prochaines semaines. Une articulation optimale avec les TER et avec les autres modes de transport est aussi recherchée pour mieux répondre aux besoins sur nos territoires. Cette mobilisation conjointe de l'État et des régions en faveur du ferroviaire constitue une belle occasion de proposer des trains ponctuels, confortables et offrant une qualité de service et un cadencement correspondant aux attentes des voyageurs. Pour la ligne dite du Cévenol, je vous confirme tout d'abord qu'elle restera bien desservie par le train. De nombreux travaux déjà réalisés, notamment sur la section nord entre Clermont-Ferrand et Saint-Georges-d'Aurac, témoignent des efforts consentis pour la pérennité de l'infrastructure. La poursuite de l'effort s'est traduite par l'inscription de crédits pour des travaux de régénération au contrat de plan État-région 2015-2020. Pour la ligne de l'Aubrac, 10 millions d'euros sont consacrés chaque année à son infrastructure. Les discussions se poursuivent, Monsieur le sénateur, et avec les régions, et le gouvernement est convaincu que le nouvel avenir des TET passe par cette mobilisation conjointe, et je vois que vous en serez un des acteurs. Monsieur Bertrand, il va en être acteur tout de suite. Tout d'abord, pour dire à Madame la Ministre que je la remercie de sa réponse et que dans la ruralité et l'hyper-ruralité, on paye le même impôt sur le revenu et la même TVA qu'ailleurs. Donc, pour nous, avoir des trains, c'est un droit. Donc, je souhaite que le gouvernement, qui par ailleurs fait beaucoup pour la ruralité, avec le doublement de la DETR, c'est vrai, les contrats de ruralité, c'est vrai, les maisons de services publics, la nouvelle loi montagne, je souhaite que le gouvernement revoie sa copie, parce qu'il n'y a pas de république juste sans aménagement du territoire. Voilà. La parole est maintenant à notre collègue, Madame Esther Benbassa, pour le groupe écologiste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le ministre de l'Intérieur, fin septembre, le président de la République déclarait, je cite, « Nous devons démanteler complètement, définitivement le camp de Calais ». Vous avez vous-même affirmé que l'opération devait revêtir un caractère humanitaire et qu'elle serait lancée dès lors que les conditions en termes de mise à l'abri seraient réunies. Nous partageons cette volonté, Monsieur le ministre, mais la date du 24 octobre envisagée pour le démantèlement soulève des inquiétudes. Des réfugiés se verront proposer une place en CAO, mais y a-t-il suffisamment de places prévues? La réussite de cette opération dépendra aussi beaucoup de la préparation en amont, de l'accueil des réfugiés par les acteurs locaux en lien avec la population. De nombreuses associations ainsi que le défenseur
des droits s'interroge sur la manière dont vous allez garantir la protection des centaines de mineurs qui ne seront pas admis en Angleterre. Et quand tout aura été rasé, que va-t-il advenir de ceux qui ne souhaitent pas demander l'asile en France et qui, nombreux, tenteront de traverser la Manche au péril de leur vie? Monsieur le ministre, ces questions appellent des réponses concrètes pour éviter un nouveau Sangatte et ses suites désastreuses. Ainsi, cette opération doit-elle être minutieusement préparée et rester surtout humanitaire? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur Bernard Cazeneuve, vous avez la parole. Madame la sénatrice, vous me posez des questions extrêmement précises et je vous donne des réponses précises. Premier point, est-ce qu'il y a suffisamment de places en centre d'accueil et d'orientation pour accueillir la totalité de ceux qui sont à Calais? Il s'agit d'une opération humanitaire. C'est le contraire de ce qui s'est passé à Sangatte, puisqu'à Sangatte, on a dispersé les migrants dans la rue sans aucune protection. Nous avons ouvert depuis le mois d'octobre 2015 164 centres d'accueil et d'orientation dans lesquels ont été accueillis plus de 5600 personnes, dont 80% d'entre elles ont demandé l'asile. Ce n'est donc pas une opération improvisée, ça fait 1 an que nous organisons ce type de transfert et nous avons actuellement 1000 places de plus que le nombre de ceux qui sont à Calais au regard des derniers comptages. Premier élément de réponse. Donc il y a plus de places dans les CAO qu'il n'y a de personnes à Calais. Deuxième point, les mineurs isolés. Bien entendu, vous avez raison de poser cette question. C'est une question essentielle. Et il n'est pas question pour nous, et c'est là le fond de l'affaire, je vous le dis à vous, je le dis aux défenseurs des droits, je le dis à l'ensemble des associations, l'idéal humanitaire ne peut pas consister à laisser des mineurs dans le froid, dans la boue, à Calais, pendant un hiver sans protection. Donc nous négocions avec les Britanniques, alors que nous aurons mis 13 000 personnes à l'abri pour qu'ils prennent des mineurs isolés. Cette négociation est dure, mais elle avance très positivement depuis quelques heures, et je suis convaincu que la poursuite de discussion permettra, dans un accord intelligent avec les Britanniques, d'aboutir à une excellente solution. Et pour les autres, nous les mettrons dans des centres d'accueil et d'orientation dédiés, avec l'accompagnement qui va avec, le garde des Sceaux, la ministre de la Famille y travaille, dans l'attente que les Britanniques en prennent davantage ou qu'ils puissent rentrer dans les dispositifs de droit commun. Troisièmement, pour ce qui concerne les mineurs isolés, ils seront pris en charge intégralement par l'État pour que les départements n'aient pas à supporter cela. Et tout est prêt pour faire cette opération et ne pas la faire aujourd'hui, alors que toutes les conditions humanitaires sont réunies pour la réaliser avec succès, serait une manière de maintenir dans la précarité des populations qui ont déjà beaucoup souffert des persécutions, du froid et de la vulnérabilité. Et le camp, Madame Benbassa, et j'ai compris de votre question que vous étiez en accord avec moi sur ce point, ne peut en aucun cas être pour ceux qui sont attachés au droit d'asile un idéal humanitaire. Madame Benbassa. Merci, Monsieur le ministre. Pour le moment, il n'y a que 16 mineurs qui ont été acceptés par l'Angleterre. Donc, il nous reste quand même 1200 et quelques. Donc, il faudrait prendre les devants quand même. Et nous attendons les suites de ce démantèlement en espérant que cette fois-ci, le mot humanitaire recouvrera son vrai sens et ne se limitera pas à un simple affichage. Merci. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Michel Billout pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Vous avez la parole pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État en charge du commerce extérieur. Alors que se tient aujourd'hui au Luxembourg le Conseil des ministres du commerce de l'Union européenne, le Parlement wallon a fait savoir qu'il refusait à une large majorité de donner son accord pour la signature par la Belgique du traité global de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, le très contesté CETA. Cette décision bloque potentiellement la procédure engagée pour une ratification du traité prévue le 27 octobre prochain entre le Canada et les États membres de l'UE. Des négociations sont en cours entre la Commission et le Parlement wallon pour aller tout de même, coûte que coûte, dans le sens d'une signature par la Belgique. D'autres États ont pourtant émis des réserves sur le CETA, comme la Roumanie ou la Bulgarie. L'opposition citoyenne s'est également mobilisée en France, en Allemagne et dans d'autres pays européens, tant la procédure de ratification et le contenu de l'accord paraissent très confus et risquent de porter atteinte aux normes juridiques, sociales et environnementales européennes, ainsi qu'à l'exercice de la régulation démocratique.
Un groupe de 11 universitaires canadiens, tous experts du régime d'arbitrage privé ICS, a d'ailleurs fait connaître son total soutien au Parlement wallon, car les conséquences de l'arbitrage privé ont été déplorables pour l'État canadien dans le cadre d'un autre accord de libre-échange, l'ALENA. Monsieur le ministre, après avoir reconnu que les négociations entre la Commission européenne et le Canada avaient été conduites dans une totale opacité, après avoir pourtant refusé que les parlements nationaux soient préalablement consultés avant toute mise en application anticipée de ce traité, pouvez-vous nous dire si la signature de cet accord aura bien lieu le 27 octobre contre l'avis du Parlement wallon, ou si au contraire la sagesse l'emportera en permettant l'expression démocratique de tous les parlements nationaux sur le contenu de cet accord et sur ses modalités d'application? Merci. Pour vous répondre, la parole est à André Vallini, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Billaud, vous l'avez dit, la Belgique n'a pas été en mesure de donner son accord sur ce traité. Les ministres européens n'ont donc pas réussi à s'accorder. Cette situation ne change rien à la position de la France que vous connaissez. Différer plus avant l'entrée en vigueur de ce traité exposerait l'Union européenne à de sérieux problèmes de crédibilité et pénaliserait nos exportateurs. L'entrée en vigueur provisoire dont il s'agit n'est pas un déni de démocratie, elle s'inscrit dans le cadre des traités européens qui font de la politique commerciale une compétence communautaire. L'application provisoire ne concerne que les compétences de l'Union européenne et n'interviendra que si le Parlement européen, qui se prononcera en toute transparence, donne son accord. Les dispositions relevant du périmètre national, elles, ne pourront être entrées en vigueur qu'après ratification par les parlements nationaux, qui auront à se prononcer sur l'intégralité de l'accord. Sur ce point, je veux rappeler que c'est le gouvernement français, je l'avais dit au Sénat d'ailleurs lors d'un débat sur le CETA il y a quelques semaines, c'est le gouvernement français qui a obtenu que les parlements nationaux prennent pleinement part au processus de ratification. Sur le fond de l'accord maintenant. D'abord, il supprime la quasi-totalité des droits de douane. Il ouvre les marchés publics canadiens aux entreprises européennes, et ce, tant au niveau fédéral que subfédéral. Il reconnaît 42 de nos indications géographiques et il va permettre notamment aux producteurs de fromage français d'exporter plus facilement vers le Canada. J'ajoute que le principe de précaution n'est pas remis en cause. Le droit commercial international ne prime pas le droit environnemental et le CETA ne changera rien aux règles. Pour vendre en Europe, il faudra respecter les normes sanitaires européennes. Enfin, l'accord rompt avec le mécanisme d'arbitrage privé entre investisseurs et États au profit d'un nouveau modèle de cour de justice publique des investissements promu par la France. Monsieur le sénateur, le renouveau de la politique commerciale française ne passe pas par l'opposition systématique et un peu idéologique à tout nouvel accord commercial, mais par une politique crédible et forte pour imposer nos intérêts économiques et nos valeurs dans la mondialisation. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Madame Gisèle Jourda pour le groupe socialiste et républicain. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, mercredi dernier, des annonces ont été faites en Conseil des ministres afin de créer le dispositif de la garde nationale. Cette mesure, ambitieuse, pragmatique, répond à la volonté d'engagement des Français et en particulier des jeunes face à la menace terroriste. Le 28 juillet, je présentais au Président de la République, avec mon collègue Jean-Marie Bockel, notre rapport qui appelait à la constitution d'une réserve militaire forte et territorialisée pour faire face aux crises. Il préconisait, entre autres, concernant l'effort vers les viviers de la réserve, de développer l'attractivité envers les salariés et les étudiants, d'améliorer la condition sociale et financière des réservistes, de perfectionner la communication, qu'il s'agisse de son contenu ou de la multiplication de ses supports et outils, de diversifier les recrutements, en priorité ceux des jeunes, des demandeurs d'emploi et des travailleurs intérimaires. L'objectif fixé par le Président de la République est que la garde nationale comprenne 85 000 hommes et femmes à l'horizon 2018, soit, par rapport à la situation actuelle, une augmentation de plus d'un tiers du personnel mobilisé au sein des armées et des forces de l'ordre.
Contribuer à la sécurité, à la protection, à la défense des Français, en favorisant la résilience de notre nation, telle est l'ambition de la Garde nationale. Renforcer, soulager les forces de défense et de sécurité de notre pays, armée, gendarmerie, police, sont désormais une impérieuse nécessité auquel le gouvernement répond, unissant toutes les volontés, toutes les énergies et tous les parcours. Pouvez-vous, Monsieur le ministre de l'Intérieur, nous indiquer quelles mesures incitatives, et particulièrement celles à destination des jeunes, seront mises en œuvre concernant cette garde nationale sur l'ensemble du territoire? Merci. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur pour vous répondre. Monsieur Cazeneuve, vous avez la parole. Madame la sénatrice, je veux tout d'abord vous remercier pour le travail que vous avez fait avec le sénateur Bockel. Tous les deux ensemble avec beaucoup d'engagement pour inspirer utilement la politique du gouvernement dans le domaine de la création de la garde nationale. D'abord, pourquoi une garde nationale? Nous sommes confrontés à un niveau de menace terroriste extrêmement élevé. Aujourd'hui encore, ce matin, les services, plus particulièrement l'ASDAT et la DGSI, ont procédé à des arrestations d'individus qui représentaient des risques pour la sécurité de notre pays. Et depuis le début de l'année, c'est plus de 365 individus qui ont été arrêtés par les services au terme d'enquêtes diligentées par eux, sous l'autorité parfois des procureurs et magistrats antiterroristes, ce qui témoigne du niveau de la menace, d'une part, et de l'intensité du travail des services, d'autre part. Il faut donc, compte tenu de cette menace, nous armer. Nous aurons créé près de 9000 emplois dans la police et dans la gendarmerie pendant le quinquennat. Mais nous avons de grands événements. Il y a aussi dans les territoires des événements qui doivent être protégés. Il y a une nécessité de renforcer partout sur le territoire national la protection de nos concitoyens face à la menace. C'est la raison pour laquelle il a été décidé de créer la garde nationale et de la porter à 85 000 hommes d'ici la fin de 2018. 45 000 viendront du ministère de l'Intérieur. Le reste viendra du ministère de la Défense dans le cadre d'une animation de cette garde nationale partagée entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. Vous m'interrogez sur les mesures que nous prenons pour renforcer l'attractivité. Financement du permis de conduire pour les jeunes qui rentrent dans la garde nationale, mise en place d'une aide de 100 € par mois, mise en place d'une prime de fidélisation de 250 €, mise en place pour les entreprises du bénéfice du dispositif du mécénat. Bref, un ensemble de mesures qui sont destinées à renforcer l'attractivité de la garde nationale pour que les objectifs fixés par le président de la République soient atteints dans les délais qui nous sont impartis. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jackie Pierre, notre collègue pour le groupe Les Républicains. Pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, la manifestation qui rassemblait cette nuit 500 policiers sur les Champs-Élysées, indépendamment de mots d'ordre syndical, est une première qui exprime, s'il en était besoin, le degré d'exaspération qui frappe l'ensemble des forces de police. Dès minuit, ils étaient plus de 400, venus de Paris et des environs, rassemblés devant l'hôpital où un de leurs collègues, gravement brûlé dans sa voiture à Viry-Châtillon la semaine dernière, se trouve toujours entre la vie et la mort. Il y a urgence à répondre au grand malaise qui s'installe dans l'esprit de ceux qui ont la charge de nous protéger. Devant les situations qui se répètent désormais, vos réponses quantitatives deviennent de plus en plus dérisoires. On renforce les dispositifs, mais on persiste dans les erreurs d'appréciation. Ce qui est en cause, c'est l'absurdité d'une politique menée depuis plus de 5 ans. C'est celle de l'impunité qui fait que les délinquants sont trop souvent considérés comme des victimes. C'est celle d'une désagrégation de l'autorité de l'État qui ne sait plus, comme à Notre-Dame-des-Landes ou sur la place de la République, faire respecter l'ordre républicain et la validité des décisions démocratiques. C'est celle enfin d'un gouvernement qui tient pour suspect les policiers. En effet, dans la loi Égalité et Citoyenneté que nous venons d'examiner la semaine dernière, vous voulez que les policiers soient contraints de fournir des vidéos attestant de leur bonne foi lors des contrôles d'identité. Monsieur le ministre, avez-vous conscience que la réalité apporte un démenti quotidien au choix que vous avez fait depuis le début de ce quinquennat?
Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le sénateur, merci pour votre question. Je sais que vous n'avez pas terminé votre question, monsieur le sénateur. Sinon, je vous laisse le temps de ma réponse, hein, il n'y a pas de problème. Je sais que nous sommes dans un exercice politique qui s'appelle la primaire et qui ne porte pas trop mal son nom d'ailleurs. Je voudrais apporter des réponses extrêmement précises à la question que vous m'avez posée. D'abord, monsieur le sénateur, vous expliquez que les politiques quantitatives ne servent à rien. Moi, je vous invite, quand vous voulez, à venir avec moi dans les commissariats pour écouter ce que pensent les policiers dans les brigades de gendarmerie de la suppression de 13 000 emplois dans le quinquennat précédent. Je vous demande de venir avec moi devant les CRS et les gendarmes des escadrons de gendarmerie mobile pour mesurer avec moi et avec eux les conséquences de la suppression de 15 unités de force mobile pendant le quinquennat précédent. Je vous demande de venir avec moi dans les gendarmeries et dans les commissariats de police pour aller expliquer aux gendarmes et aux policiers que l'excellente politique que vous avez menée, qui a conduit à une diminution de 15% des crédits d'investissement de la police et de la gendarmerie, au point qu'ils n'avaient plus de moyens de protection, qu'ils n'avaient plus d'armes, qu'ils n'avaient plus de véhicules, était une excellente politique. Alors, Madame la sénatrice, vous levez la main en disant 5 ans. Eh bien oui, pendant 5 ans, nous aurons créé 9 000 emplois dans les forces de sécurité. Nous aurons augmenté de 15% les crédits d'investissement dans la police et dans la gendarmerie. Nous aurons acquis cette année près de 6 000 véhicules, là où vous aviez été incapable de les remplacer dans les années précédentes. J'aurais été à Rosny, créé le premier escadron de gendarmerie mobile depuis 1998. Nous aurons créé 22 pelotons de gendarmerie supplémentaires dans les escadrons de gendarmerie mobile. Donc croyez-moi, monsieur le sénateur, ceux qui ont manifesté cette nuit savent parfaitement quelle est la différence entre votre politique et la nôtre. Mais ils manifestent une exaspération que je comprends, même si je leur dis très clairement que l'on ne peut pas, quand on est policier, défiler avec des voitures de police et des gyrophares, parce que ça, ce n'est pas conforme non plus à ce qu'est la déontologie de la police dans la République. Monsieur Jackie Pierre. Combien de secondes ? Le patron de la police a jugé inacceptable cette manifestation. Ce qui est inacceptable, monsieur le ministre, ce n'est pas la manifestation, c'est la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui nos polices. Vous oubliez trop facilement que vous êtes au pouvoir depuis 4 ans et demi. Pour ma part, je voudrais rendre hommage, appuyer aux forces de l'ordre en France, qui font un travail de plus en plus difficile. Et je voudrais leur apporter mon soutien le plus total. Merci. La parole est de notre collègue Maurice Antiste pour le groupe socialiste et républicain pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Madame la ministre des Outre-mer, le 4 octobre 2016, le cyclone Matthew passait sur Haïti et détruisait le sud du pays. Les dégâts sont considérables, avec près d'1 millier de morts, avec un risque d'épidémie du choléra, entre autres. Sachant les liens historiques entre la France et ce pays, et de surcroît entre la Martinique, la Guadeloupe et cette île, nous sommes interpellés et très sensibilisés à cette nouvelle situation de détresse. Qu'a prévu l'État en termes d'intervention et d'aide de toute nature, eau, nourriture, vêtements, médicaments, assistance sanitaire, à ce million de victimes sinistrées? En outre, il y a une forte mobilisation à la Martinique et à la Guadeloupe pour récolter des biens de première nécessité. S'est posée alors la question de l'acheminement de ces aides, des difficultés sur le sujet étant apparues. Madame la ministre, quelles sont aujourd'hui les dispositions réellement prises par l'État pour venir au secours de ce peuple une nouvelle fois meurtri, et les dons récoltés en Martinique et en Guadeloupe vont-ils trouver une aide de l'État pour être acheminés? Pour vous répondre, la parole est à
Madame la ministre des Outre-mer, Ericka Bareigts, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Antis. Le cyclone Matthew a frappé durement Haïti, vous l'avez dit, faisant en bilan provisoire des centaines de morts, d'importants dégâts matériels. Avant de venir sur le cas précis de la mobilisation de la Martinique, je veux dire la mobilisation du gouvernement. Sous l'égide du ministère des Affaires étrangères et par le biais de son centre de crise et de soutien, qui travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Défense et de l'Intérieur, le gouvernement s'est immédiatement mobilisé. Un Falcon 50 a effectué des missions de reconnaissance. Un premier détachement de 30 personnels de la sécurité civile est arrivé sur le terrain. 2 vols spéciaux ont été affrétés pour transporter 30 militaires supplémentaires ainsi que près de 70 tonnes d'équipements humanitaires fournis tant par l'État que par des entreprises et des ONG. Notre programme d'aide humanitaire à Haïti a également été abondé de 150 000 €. Au total, l'engagement de la France s'élève à ce stade à 964 000 €. Vous l'avez souligné, la Martinique, mais aussi la Guadeloupe et la Guyane entretiennent des liens forts avec Haïti et les Outre-mer pour Haïti se sentent donc solidaires. Leur population se mobilise donc pour contribuer à l'effort humanitaire avec des collectes de dons. Et vous avez raison, c'est poser la question de l'acheminement de ces dons jusqu'en Haïti et après vérification par le gouvernement haïtien qu'ils correspondent bien aux besoins qui ont été identifiés sur le terrain. Après la recherche d'une solution de transport des collectes menées par l'ONG Urgence Caraïbes et la préfecture, mon ministère a décidé d'agir vite et de contribuer financièrement à cet acheminement qui sera effectué par un prestataire privé. J'ai attribué à Urgence Caraïbes une aide financière qui permettra l'envoi d'environ 5 containers, ce qui permettra, Monsieur le Sénateur, effectivement de faire arriver à destination la mobilisation de dons des Martiniquais. Merci, mon cher collègue. Merci bien, Madame la Ministre. Sachant que cette situation est récurrente, il vaudrait mieux prévenir que guérir. La France ne pourrait-elle prendre l'initiative d'une conférence caribéenne dont l'objectif serait la mise en place d'un plan secours international face aux réguliers désastres naturels dans la région? Je pense aux cyclones et aux invasions de sargasses, par exemple. Chacun saurait alors quoi faire avec précision et dans la meilleure des cohérences et d'efficacité. Un dicton bien connu ne dit-il pas qu'il vaut mieux apprendre à pêcher plutôt que de donner un poisson en aumône? Merci, mon cher collègue. La parole est à notre collègue Colette Mélot pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Monsieur le ministre, la coalition internationale vient d'entrer dans une phase décisive de la lutte contre Daesh en lançant l'offensive visant à reprendre aux islamistes la ville de Mossoul. Cette étape est nécessaire et souhaitable pour mener à bien la campagne que la coalition, qui regroupe 60 pays, mène contre le terrorisme islamiste. Malheureusement, cette victoire espérée, si elle est probable, ne sera pas sans conséquences. Il y a tout lieu de penser que bon nombre de combattants islamistes fuyant Mossoul vont refluer vers l'Europe. Le commissaire européen à la sécurité vient d'exprimer sa plus vive inquiétude à ce sujet. On estime en effet que sur les 3 000 à 4 500 combattants qui sévissent actuellement dans le bastion de Mossoul, bon nombre d'entre eux, ainsi que d'autres soldats de Daesh, et parmi eux des Français, chercheront à déporter leur action criminelle sur nos territoires à travers de nouveaux attentats. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour protéger nos compatriotes? Quelles actions concertées avec nos partenaires étrangers avez-vous prévues pour faire face à cette nouvelle vague de menaces qui visera à déstabiliser nos démocraties? Merci. Pour vous y répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, André Vallini.
Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, l'offensive sur Mossoul, comme vous l'avez dit, vient de démarrer depuis hier matin. Elle était en préparation depuis de nombreuses semaines. Et je rappelle que Mossoul, c'est la deuxième ville d'Irak. C'est un bastion de Daesh depuis plus de 2 ans. Sa reprise, qui prendra du temps, est un enjeu majeur de l'action de la coalition, sur un plan militaire bien sûr, mais aussi psychologique et j'allais dire symbolique. La France intervient directement en soutien de cette action, en particulier par le déploiement à Karaya Ouest, à une 60aine de kilomètres au sud de Mossoul, d'un groupement tactique d'artillerie composé d'environ 150 militaires des forces spéciales. J'ai vu, comme vous, Madame, que le président Poutine a appelé la coalition à éviter des pertes civiles dans l'opération de reconquête de Mossoul. Il a raison. On voudrait qu'il en soit de même à Alep. Pour revenir à Mossoul, nous sommes bien conscients du risque d'une situation humanitaire très difficile pour les habitants de Mossoul, les civils bien sûr. C'est pourquoi un couloir d'évacuation sera aménagé pour permettre aux populations civiles de quitter la ville. C'est précisément ce que refuse le régime de Bachar el-Assad et ses soutiens dans le cas d'Alep. Il faut rapidement mettre en place des dispositifs d'assistance humanitaire d'urgence aux populations de Mossoul. La France s'y emploie. Les services sont mobilisés, notamment le centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay. Donc nous nous employons à mettre en place ces dispositifs d'assistance humanitaire à titre bilatéral, bien sûr, mais aussi au sein de l'ONU et avec l'Union européenne. Au-delà, il s'agit aussi de discuter dès maintenant de la manière dont sera organisée la gouvernance locale de Mossoul et de la région une fois Daesh vaincu. Cette gouvernance devrait être aussi inclusive que possible afin de mettre en place les conditions politiques indispensables à une reconstruction durable et de conjurer le risque de réémergence du terrorisme. C'est le sens de la réunion qui va se tenir à Paris après-demain, à l'initiative du gouvernement français, en présence du Premier ministre irakien et de tous les acteurs régionaux. Enfin, il y a un risque de fuite, vous l'avez dit, de combattants de Daesh, de Mossoul vers la Syrie. C'est un risque effectivement qui est réel, nous le prenons en compte. Notre priorité est d'abord de minimiser le nombre des victimes civiles. Nous serons vigilants quant au flux de combattants qui pourraient se déplacer vers la Syrie suite à la chute de Mossoul. Et je rappelle que l'un des prochains objectifs de la coalition sera Raqqa en Syrie, d'où les attaques terroristes contre la France ont été planifiées et lancées. Madame Mellow. Monsieur le ministre, les dispositifs humanitaires sont certes importants, mais ma question concernait surtout la sécurité des Français. Et notre devoir est de ne pas sous-estimer la menace qui pèse sur nous. Il faut impérativement prendre la mesure des risques encourus et y apporter des réponses aussi concrètes qu'efficaces. Les Français ne pardonneraient pas une nouvelle erreur d'appréciation. Merci. La parole est à notre collègue Éliane Giraud pour le groupe socialiste et républicain pour 2 minutes. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adressait à Madame la ministre de la fonction publique. Monsieur le ministre Le Guen, je crois que c'est vous qui me répondez. Donc, dans notre pays, nous aimons l'infirmière, nous aimons tous d'ailleurs, l'infirmière qui apporte les soins à l'hôpital public, le professeur d'école, de lycée ou de collège qui instruit nos enfants, voire nos petits-enfants, ou bien encore les personnels qui se chargent d'entretenir les locaux de ces établissements. Nous aimons le policier, le gendarme ou le soldat qui nous protège. Nous aimons avoir l'assurance que nos parents sont bien accompagnés. Nous aimons aussi la personne dévouée qui accompagne tel projet d'entreprise ou qui aide l'agriculteur au bon montage de son projet pour obtenir des financements européens. Toutes ces personnes s'appellent des fonctionnaires, locaux, territoriaux, hospitaliers ou nationaux. Voilà, le mot est lâché, les fonctionnaires. Ceux à qui les candidats à la primaire de la droite proposent un avenir noir et notamment une réduction drastique d'effectifs. Tous ces candidats sont d'accord, un peu moins sur le nombre, 300 000, 500 000, 1 million, c'est un peu à qui perd gagne. Mais bien évidemment, sans dire les services qui seront réduits, supprimés, rognés. Il ne faut pas avoir la mémoire courte, et Monsieur le ministre de l'Intérieur l'a rappelé, notamment la casse opérée par le précédent gouvernement Sarkozy-Fillon, avec les suppressions de postes de police, de gendarmerie, qui nous seraient bien utiles aujourd'hui, mettant à plat pendant des années des services entiers, sans d'ailleurs, soit dit en passant, réduire en rien le déficit public, mais au contraire en augmentant la dette de notre pays et celui de la sécurité sociale aussi. Les fonctionnaires maintiennent un service public de qualité et le service public français est le garant d'une véritable lutte contre les inégalités sociales et territoriales. L'engagement de ces fonctionnaires est précieux. Alors, Monsieur le ministre,
devant les propositions de la droite, qui ne remontent pas le moral aux fonctionnaires, à nous non plus d'ailleurs. Dites-nous un peu la réalité que vous rencontrez et la vision de ce gouvernement sur leur devenir. Merci. La parole est à monsieur Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Et il a 2 minutes au total. Madame la sénatrice, Madame Éliane Giraud, votre question était, je crois, le témoignage de ce que pensent beaucoup de nos compatriotes qui, lorsqu'ils sont dans la difficulté à titre personnel ou parce qu'ils veulent qu'il y ait une action de la nation et de l'État en termes de solidarité, ils savent qu'ils peuvent se tourner vers les fonctionnaires. Et de ce point de vue, oui, vous avez raison, chaque agent est indispensable. Leur statut, par ailleurs, apporte une protection et une garantie pour la mission de l'intérêt général. Alors, le gouvernement, Madame la sénatrice, vous avez bien voulu le souligner, l'engagement quotidien de nos a reconnu l'engagement quotidien de nos fonctionnaires par un certain nombre de mesures qui étaient des mesures responsables, qui touchent notamment au biais du dégel de la valeur du point d'indice, de la loi récente sur la déontologie des droits et des obligations des fonctionnaires. Bref, un certain nombre de mesures, un dialogue social qui, au milieu de contraintes budgétaires qui existent et qui existeront demain, évidemment, ont permis quand même des avancées réelles. Mais c'est vrai, nous entendons, Madame la sénatrice, un certain nombre de propositions. Je prends évidemment l'idée de diminuer de 300 000 le nombre de fonctionnaires. Alors, j'étais comme vous, beaucoup d'entre vous, ce matin en écoutant le président d'un des principaux partis qui nous disait 150 000 fonctionnaires pour la fonction publique d'État. 150 000 fonctionnaires pour la publique d'État en moins, mais bien évidemment, il n'était pas question de toucher à la justice, à la sécurité, à la défense. Alors, il nous disait 50 000, c'est possible en ne remplaçant pas un fonctionnaire sur 2 dans l'éducation nationale, un enseignant sur 2, Madame la ministre. Vous imaginez ce que cela peut vouloir dire. Mais où sont passés les 100 000 autres? Que fait-il des 100 000 autres quand il a déjà terminé avec l'éducation nationale et qu'il ne touche à rien? Il va falloir Mais pour conclure. le reste, parce que comme vous avez le souci de la crédibilité, mesdames et messieurs les sénateurs, comme il propose 150 000 dans les collectivités territoriales, j'imagine que vous êtes déjà en train de préparer les plans de licenciement. Bon travail! Bien. Je voudrais remercier Public Sénat parce que ça a été une réussite. Cette première séance, vous avez vu dans les 2 dernières questions la version sous-titrée, mais on fera mieux, mais c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? On fait quoi qu'on peut et quoi qu'on a, comme on dit dans le Berry. Et nos prochaines séances auront lieu le jeudi 27 octobre, retransmise sur Public Sénat et France 3. La séance va être suspendue, elle sera reprise à 17h50 pour les explications de vote sur le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté. Voilà pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement que vous avez pu suivre en direct et en exclusivité sur l'antenne de Public Sénat. Avec une petite nouveauté, le président Larcher vient d'en parler. On retrouve tout de suite Tam Trani en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Tam, il s'agissait en effet des premières questions d'actualité au gouvernement, sous-titrées pour les personnes malentendantes. Et oui, effectivement, on a pu d'ailleurs voir ces images. Gérard Larcher l'a dit lors des 2 dernières questions avec ce sous-titrage en direct. Pas toujours facile d'ailleurs lorsque certains sénateurs sont en verve. C'était d'ailleurs le cas d'Éliane Giraud, la sénatrice socialiste, qui a parlé des fonctionnaires, qui s'est lancée dans un véritable hommage à la fonction publique et qui s'est surtout livrée à un véritable tacle aux propositions des candidats de la primaire de droite qui veulent tous supprimer des postes de fonctionnaires. Et c'est d'ailleurs sur le même ton qu'a répondu le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, Jean-Marie Le Guen. Sinon, sachez qu'il était bien là sur les bancs de l'hémicycle, mais on ne l'a pas du tout entendu. Je veux parler du Premier ministre Manuel Valls. En revanche, on a entendu à plusieurs reprises Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui était lui aussi au cœur des temps forts de ces questions d'actualité, notamment lorsqu'il a répondu à la question de Jackie Pierre portant sur les manifestations
situation de policiers, le sénateur qui a parlé de l'urgence à répondre au malaise, qui a parlé de réponses quantitatives qui sont dérisoires, de l'absurdité d'une politique depuis 5 ans qui considère les délinquants comme des victimes. Bernard Cazeneuve, sous des applaudissements grandissants à gauche, s'est lui lancé dans une envolée de chiffres pour défendre sa politique. Il a notamment rappelé qu'il y avait la création de 9000 postes de policiers et de gendarmes sous le quinquennat de François Hollande, alors qu'il y en a moins 13 000 sous le précédent quinquennat. Il s'est également lui aussi livré à une attaque de la primaire. Il estime que cette question a pour contexte la primaire de la droite. Merci beaucoup Tam pour toutes ces précisions. Et dans notre multiplex, direction à présent la salle des conférences où Michael Zamès nous attend. Vous êtes avec Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale. Elle a lancé aujourd'hui un grand plan pour remplacer les profs absents. Effectivement, un grand plan pour remplacer les profs absents. Peut-être aussi une question d'actualité aussi sur la sécurité. On a vu qu'il y a eu des incidents assez graves en Seine-Saint-Denis, cocktail Molotov, un professeur agressé, blessé. Qu'est-ce qui se passe dans ce problème de sécurité autour de l'éducation nationale? Quelque chose a changé dans l'éducation nationale selon vous? Ce n'est pas comme ça que je qualifierais les choses. Je dirais que de manière générale, il y a une exacerbation des tensions dans la société et que les violences, elles se manifestent depuis quelques jours à l'égard des institutions et de ceux qui l'incarnent, les fonctionnaires. Vous avez vu la violence inouïe à l'égard des policiers, je pense à Viry-Châtillon en particulier. Et d'une certaine façon, les enseignants aussi sont l'incarnation de l'institution. Et c'est dans ce contexte-là qu'à Tremblay ou encore à Argenteuil, ils ont été pris à partie par des bandes ou des individus qui étaient extérieurs aux établissements scolaires. Et donc, c'est dans ces conditions-là qu'il nous faut apporter des réponses en termes d'abord d'interpellation et de sanctions extrêmement fermes, que je souhaite vraiment exemplaires des auteurs de ces agressions parce que c'est insupportable. Puis, plus généralement, en termes de renforcement de la sécurité aux abords des établissements scolaires. Il y a un problème avec la banlieue générale ou ça se passe aussi dans les centres-villes? On a l'impression qu'il y a un vrai problème, mais avec la banlieue parisienne. Il faut se méfier parce que parfois, quand vous avez une conjonction comme ça de faits, on a tendance à avoir une lecture cohérente de quelque chose qui ne l'est pas forcément. En revanche, c'est vrai qu'on est interpellé par ce qui ressemble plus à un fait social qu'à un fait divers, puisque la répétition nous amène tout de même à conclure que malheureusement les enseignants ne sont pas sanctuarisés comme on pourrait l'espérer et qu'ils peuvent être l'incarnation de l'institution qu'on a envie de frapper quand on est cette bande de voyous qui s'attaquent aux policiers ou encore aux enseignants eux-mêmes. Donc force pour nous est de faire en sorte que la sécurité soit présente, y compris aux abords des établissements. Il n'y avait pas eu de plan, notamment de plan contre la violence dans les écoles depuis un certain nombre d'années, même depuis Xavier Darcos quand il était ministre, ça date des années 98 à peu près. Est-ce que vous avez envie de relancer un plan violence pour l'éducation nationale? Alors soyons clairs, parce que j'entends ce propos depuis ce matin, mais vous savez, c'est pas parce qu'on n'annonce pas de plan violence qu'on n'a pas de mesures de lutte contre la violence. J'en prends un exemple. On est bien d'accord, mais là il y a eu des événements quand même d'importance. Juste pour vous en prendre un exemple, on a des équipes mobiles de sécurité qui se déploient dans les établissements. D'ailleurs, ça date de l'époque où Xavier Darcos les avait mises en route, mais nous n'avons cessé de les renforcer et nous allons encore le renforcer. Donc, preuve que nous apportons aussi des réponses à la situation actuelle. On a plutôt un climat scolaire ces dernières années, il faut le dire aussi, qui s'était apaisé par rapport à ce qu'on a connu il y a 6-7 ans. La donne n'est pas tout à fait la même. Un gros travail autour de la prévention. Bientôt, on va parler par exemple du harcèlement scolaire. Ça fait partie de ces tensions et de ces violences dans les établissements sur lesquels nous avons beaucoup travaillé ces dernières années. Et là, ce à quoi on a affaire depuis quelques jours, c'est des éléments extérieurs qui se prêtent à une violence inouïe. Et donc, il faut agir, bien sûr, mais ce n'est pas une raison pour remettre en question tout ce qui a été fait dans les établissements. Et vous avez lancé ce matin un vaste plan pour lutter contre l'absentéisme scolaire. Alors, il y a d'une part les départements qui vont avoir un rôle à jouer. Il y a aussi également pas mal de mesures sur les modalités géographiques. Est-ce que vous nous donnez la philosophie de ce plan en quelques mots ? Oui, bien sûr. D'abord, c'est insupportable quand on est élève ou parent d'élève d'avoir un prof absent et de ne pas avoir de remplaçant pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc, il ne faut plus que ça se reproduise. Comment on fait pour pas que ça se reproduise? D'abord, on crée des postes de remplaçants, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous n'avez pas d'hommes et de femmes en capacité de remplacer, vous ne pourrez jamais remplacer en temps utile.
Donc on en crée. Depuis 2012 et jusqu'à la fin du quinquennat, c'est 5000 créations de postes de remplaçants. Ensuite, et c'était l'objet des annonces de ce matin, on améliore notre réactivité parce qu'il faut faire en sorte que dès qu'un professeur est absent, le signalement est immédiatement fait. N'ayez pas d'inquiétude sur le fait qu'on le sache très vite. Mais il faut réussir à trouver la personne pour le remplacer très vite. Et ça, on y arrivera grâce au vivier unique de remplaçants que j'ai souhaité créer désormais pour le premier degré, c'est-à-dire les écoles primaires. Nous aurons département par département un vivier de remplaçants qui pourra être sollicité pour l'ensemble du territoire du département et pas simplement pour des petits territoires, et qui pourra être sollicité aussi bien sur des petites durées que sur des plus longues. Donc c'est vraiment un décloisonnement des choses qui existaient auparavant qui nous empêchait d'aller recourir facilement à un autre enseignant quand on n'en trouvait pas. Donc désormais, les parents seront assurés d'avoir rapidement un remplaçant et surtout un remplaçant qui reste la durée nécessaire, qui ne se fasse pas remplacer lui-même par un autre remplaçant. Deuxième type de proposition, d'annonce que nous avons faite ce matin, une meilleure gestion de notre part de ce qu'on appelle les absences perlées des enseignants, c'est-à-dire ces enseignants qui s'absentent, reviennent, repartent, souvent dus à des pathologies, des choses comme ça. Donc un meilleur travail de prévention avec eux pour que nous puissions, dès le début du processus, convenir qu'on allégera leur temps de service, voire que pendant un temps, ils n'assureront plus le service, qu'ils seront tutorés, qu'ils seront doublés. Vous assurez une forme de service minimum à l'éducation nationale. Il nous reste 1 minute. Je voulais quand même vous poser une question très politique, Najat Vallaud-Belkacem. On a l'impression d'une majorité complètement fracturée, une majorité parlementaire fracturée depuis la sortie du livre de la semaine dernière de 2 journalistes avec François Hollande. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous êtes inquiète, vous, à propos de la candidature de François Hollande ? Écoutez, de manière générale, moi je considère qu'une élection n'est jamais faite avant le jour du vote. Donc je ne vais pas vous dire que c'est facile. J'ai totalement conscience des sondages, des difficultés du moment. Mais je pense qu'il faut se concentrer sur la bataille à mener plutôt que de déplorer en permanence. Donc se concentrer sur la bataille à mener, c'est d'abord terminer notre action en tant que gouvernement. Pas d'inquiétude. Quinquennat, et puis ensuite défendre notre bilan dont nous devons vraiment être fiers parce qu'il y a de quoi, et puis préparer la suite, le projet. Merci beaucoup d'avoir témoigné à notre micro. Delphine, on se retrouve dans un instant avec d'autres personnalités politiques qui vont venir. Merci beaucoup, Mickaël. On continue l'analyse et le décryptage de ces questions d'actu au gouvernement avec mes invités sur ce plateau. Frédérique Espagnac, bonjour. Bonjour. Sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques, merci d'être avec nous. Face à vous, Christian Cambon, bonjour. Sénateur Les Républicains du Val-de-Marne, merci d'avoir accepté notre invitation. Frédérique Espagnac, on vient d'entendre Najat Vallaud-Belkacem réagir à cette question, à ces doutes qui s'installent parmi les proches de François Hollande. Pas les proches de François Hollande, certains peut-être, mais pas les proches de François Hollande. Alors vous qui êtes proche de François Hollande, le doute ne s'installe pas après les confidences explosives aux journalistes, après la parution de ce livre? Un président ne devrait pas dire ça. Écoutez, peut-être parce que je connais l'homme, mais enfin, je veux dire, ça fait 30 ans que François Hollande est engagé dans la vie politique, 30 ans à la fois de parole publique et d'actes. Donc c'est pas un livre qui me fait changer d'avis, d'opinion sur en tout cas l'engagement et les convictions du président de la République. Il n'y a pas d'interrogation. En ce qui me concerne, aucune interrogation. L'opportunité de sa candidature. En rien. Je pense qu'il y a un exercice de vérité dans ce livre, et en même temps, il y a, je trouve, en tout cas, vous savez bien que je m'occupais des relations avec les journalistes dans le passé. Un manque de déontologie de ces 2 journalistes qui me posent souci, puisque quand le président de la République découvre la sortie d'un livre 24 heures avant, c'est quand même, pour quelqu'un qui a entretenu 50 conversations avec eux, ça me pose un gros souci de fonctionnement et de respect de la fonction aussi du président. Voilà. En tous les cas, le livre est là, il a été publié, oui, ça a pas mal déstabilisé. Oui, mais là encore, je crois qu'il est important de regarder vraiment ce qui est écrit dans ce livre. Beaucoup de gens ont surréagi à la sortie des extraits, vous l'avez dit, dans le Parisien et dans l'Express, alors que les gens n'avaient pas lu le livre. Je crois qu'il est en plus malhonnête de la part des 2 journalistes, et si je le fais sur votre plateau, je l'assume complètement, c'est d'avoir complètement fait des distorsions entre les mots de François Hollande, qui par exemple parle de Notre-Dame-des-Landes, en l'occurrence, en disant ça ne se fera pas, alors que c'est un propos qui a été tenu avant le fait de recourir à un référendum local et donc de faire voter la population, donc, alors qu'on a pu penser que c'était ensuite, et donc potentiellement le président de la République ne respectait pas le vote des citoyens, de la même façon sur la même magistrature, de la même façon sur l'équipe de France, qui n'est pas l'équipe en l'occurrence qui a fait l'Euro, mais qui était une équipe, la fameuse équipe qui n'avait pas voulu sortir, on se rappelle, qui avait mis en émoi toute la France du fameux bus à l'époque. Donc voilà, il y a des distorsions de mots et de faits qui en plus, avec des datations qui manquent, pardon, excusez-moi, qui me posent gros soucis. Oui, mais peut-être que François Hollande, qui a passé beaucoup de temps avec les journalistes,
journaliste qui leur a beaucoup parlé finalement. Eh bien, encore une fois, voilà, il s'est tapé sur les doigts, il est pris au piège de c'est 5 ans, 6 ans comme Mitterrand l'avait fait par exemple avec Al-Kabash, avec une envie de transparence et de commentaires, oui, d'explication, puisque vous l'avez vu, enfin, on ne peut pas dire que même à gauche, tout le monde ait soutenu le président de la République. Donc je crois qu'il y a aussi, je peux le comprendre, une envie de sa part d'expliquer chaque étape importante de son quinquennat. Par contre, où je ne suis pas d'accord du tout, en tout cas, c'est la manipulation qui en est faite. Ouais. Christian Cambon, peut-être une réaction à la parution de ce livre de confidences. Je crois que le président de la République est pris à son propre piège. Il passe manifestement trop de temps à converser sur lui-même, à développer son action dans des conversations avec des journalistes qui font leur métier. Moi, j'ai entendu ces 2 journalistes qui ont dit que François Hollande avait assumé ce livre. Et donc, à partir du moment où on passe des dizaines d'heures, où l'on va dîner chez les journalistes, le président de la République a été dîner chez les journalistes pour continuer ce travail. Ça vous est jamais arrivé de dîner chez des journalistes? Non, jamais. Oh, bah écoutez, en tout cas, vos collègues, jamais. oui, régulièrement. Jamais. Moi, je ne dîne pas chez les journalistes. Je réponds aux invitations des journalistes, mais je ne dîne pas chez les journalistes. Et je m'interroge simplement sur la quantité de temps que le président de la République passe aux affaires de l'État et la quantité de temps qu'il passe à justifier de sa propre action. Et donc, effectivement, dans ce genre de conversation, quand on sort 600 pages, il y a des propos qui peuvent être assez stupéfiants et qui ont été diffusés. Et je veux dire, il en assume la responsabilité. Ce n'est pas le premier livre et c'est du reste pas le dernier. Alors on se demande vraiment si ça va arrêter alors que la France est en pleine crise, qu'on a près de 5 millions de chômeurs. On a envie d'un président de la République qui soit aux manettes et qui ne soit pas dans la contemplation de son œuvre. Il aura le temps après. On va lui laisser beaucoup de temps après pour méditer sur la manière dont il s'y est pris. Oui, en tout cas, c'est les Français qui vont décider ou pas de lui laisser du temps. Donc ne présagez pas du résultat de l'élection. Là, je crois que vous allez un peu vite en besogne. Oui, bien sûr. En tous les cas, une des conséquences, je ne sais pas s'il faut voir un lien, c'est que l'appel des parlementaires à soutenir sa candidature, finalement, a été repoussé. On nous dit faute de signature. Des parlementaires, là aussi, je veux dire qu'il y ait des réflexions sur... parce que la réflexion, en l'occurrence, sur l'appel des parlementaires avait lieu au mois d'août, septembre. Sur les étapes qui amenaient potentiellement à une candidature de François Hollande, ça fait partie des sujets qui avaient été évoqués. Mais comme vous l'aviez vu, au mois de septembre, quelqu'un s'était empressé d'aller voir les journalistes pour dire il va y avoir ça. Bon, c'était un des points évoqués. Et d'ailleurs, il n'avait pas été arbitré puisqu'on n'avait pas dit sous quelle forme. Voilà, donc c'est pas plus, pas moins. Une des possibilités qui avait été évoquée, mais qui n'a jamais été arbitrée. C'est votre analyse, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de soutien de parlementaires selon vous, que certains se posent des questions? Enfin, quand on entend les propos du président de l'Assemblée nationale et de M. Cambadélis il y a de ça 48 heures, on est quand même plus que surpris. Écoutez, Jean-Christophe Cambadélis est encore invité aujourd'hui. Je n'ai pas eu le sentiment qu'il s'est désolidarisé le président de la République. En tout cas, on n'a pas entendu la même chose. En ce qui concerne M. Claude Barthelone, c'est vrai que je peux comprendre, puisque les propos du président de la République ne sont pas forcément très flatteurs à son endroit. Je peux comprendre qu'il ait une réaction vive. En tout cas, en ce qui me concerne, je peux la comprendre. Enfin, qu'il arrête de parler et qu'il agisse. C'est surtout ça qui nous importe. Monsieur le sénateur, il agit depuis 5 ans, comme vous pouvez le voir. Oui, contrairement mais on voit, à ce que je peux entendre. Non, encore une fois. Chers collègues, vous voyez le résultat dans les sondages. Il y a près de 80% des Françaises et des Français qui ne souhaitent même pas qu'il se représente. Moi, je comprends, j'ai beaucoup d'admiration pour vous à titre personnel, car vous êtes une sénatrice. Oui, je le dis sincèrement, parce que je vous connais, mais je sais que vous défendez avec passion le président de la République, c'est tout à votre honneur, mais les réalités sont là, elles parlent d'elles-mêmes. 80% des Français ne veulent même pas qu'il se représente. Combien voulez que Nicolas Sarkozy se représente en 2012? Faites attention, là encore, c'est les Français qui décideront. Oui, donc laissons le peuple choisir pour l'instant. Espagnac, mais même au sein du groupe socialiste, par la voix de Luc Carvounas, sénateur du Val-de-Marne, il estime que le bilan de François Hollande est indéfendable. Emmanuel Valls, j'entends bien. Vous savez, on a beaucoup aujourd'hui... C'est aussi le ressenti sur le terrain. Les parlementaires socialistes ont du mal à faire le service après. Je ne suis jamais dans la langue de bois chez vous. Donc, en l'occurrence, je ne nie pas le trouble dû à ce livre. C'est une réalité. En même temps, je peux aussi constater que le retour qu'il y existe en Ile-de-France n'est pas le même que dans le sud-ouest chez moi, comme n'est pas le même dans le sud-est. Et je peux vous dire que ce week-end, visiblement, tout le monde n'avait pas les mêmes préoccupations sur le terrain. Alors, on vient aussi à la question du jour. Il s'agit de la question de sécurité, notamment de cette manifestation des policiers. On va tout de suite écouter Bernard Cazeneuve, qui était interpellé par un sénateur Les Républicains sur ce sujet.
Je vous demande de venir avec moi dans les gendarmeries et dans les commissariats de police pour aller expliquer aux gendarmes et aux policiers que l'excellente politique que vous avez menée, qui a conduit à une diminution de 15% des crédits d'investissement de la police et de la gendarmerie, au point qu'ils n'avaient plus de moyens de protection, qu'ils n'avaient plus d'armes, qu'ils n'avaient plus de véhicules, était une excellente politique. Alors, Madame la sénatrice, vous levez la main en disant 5 ans. Eh bien oui, pendant 5 ans, nous aurons créé 9000 emplois dans les forces de sécurité. Nous aurons augmenté de 15% les crédits d'investissement dans la police et dans la gendarmerie. Nous aurons acquis cette année près de 6000 véhicules, là où vous aviez été incapable de les remplacer dans les années précédentes. Nous aurons créé 22 pelotons de gendarmerie supplémentaires dans les escadrons de gendarmerie mobile. Donc croyez-moi, monsieur le sénateur, ceux qui ont manifesté cette nuit savent parfaitement quelle est la différence entre votre politique et la nôtre. Mais ils manifestent une exaspération que je comprends, même si je leur dis très clairement que l'on ne peut pas, quand on est policier, défiler avec des voitures de police et des gyrophares, parce que ça, ce n'est pas conforme non plus à ce qu'est la déontologie de la police dans la République. Alors avant de réagir à ces propos du ministre de l'Intérieur, on retourne en direct de la salle des conférences où Bruno Retailleau est à votre micro. Mickaël, c'est à vous. Oui, on va le faire réagir d'ailleurs aux propos du ministre de l'Intérieur parce qu'il vous a renvoyé au bilan. C'est-à-dire que vous dites qu'en matière de sécurité, il n'y a pas grand-chose qui est fait et lui, il vous dit, il vous répond, mais vous avez supprimé des postes. Oui, vous savez, ça fait 4 ans, bientôt 5. Il faut que la gauche se rende compte que le bilan désormais, c'est elle. Elle est au pouvoir. Elle a toutes les rênes du pouvoir. Pourquoi à ce moment-là, on constate sur le terrain, d'ailleurs la Cour des comptes avait montré qu'entre 2012 et 2015, il y avait très très peu de policiers, de gendarmes en plus. Voilà. Donc peut-être qu'on n'a pas tout bien fait, évidemment, puisqu'on a perdu. Donc moi je l'accepte cette idée-là. Mais quand on est au gouvernement, on doit gouverner. Voilà. La dignité d'un gouvernement, d'un ministre, c'est de dire je prends les problèmes tels qu'ils viennent et je prends ma part de décision. C'est ce qu'on demande à chaque ministre d'un gouvernement. Sur la question de sécurité, est-ce que vous soutenez la manifestation qui a eu lieu hier soir sur les Champs-Élysées de la part de la police, avec des voitures de police, avec les gyrophares? En tout cas, ce que je sais, moi, c'est qu'il y a une exaspération. Et j'en profite pour exprimer à nouveau mon soutien le plus total aux forces de l'ordre, qu'ils soient gendarmes, qu'ils soient policiers. Je le vois, moi, par exemple, avec Notre-Dame-des-Landes, avec la ZAD. Moi, je voulais vous poser une question dessus. On a eu une brigade en gendarmerie attaquée. Ça émeut personne, en tout cas pas Madame Royal. On a eu une voiture de gendarmerie brûlée. Ça n'émeut personne, en tout cas pas Madame Royal. Donc il faut en même temps, je crois que tout est un. Et je crois que quand on bafoue l'autorité de l'État, à ce moment-là, un malaise s'installe. Manuel Valls à l'Assemblée nationale a pris l'engagement devant le Parlement que la ZAD sera évacuée. Bon, il n'a pas donné de date par contre. Est-ce que vous le prenez au mot? Je le prends au mot et je le prends pour un homme de parole. Depuis 2012, souvenez-vous de l'opération César, on lui a demandé de l'interrompre alors que c'est une opération d'évacuation qui était sur le point de réussir, mais il n'a pas changé d'un iota. Donc je crois en la parole du chef du gouvernement et si, comme il l'a dit à plusieurs reprises, ici au Sénat ou à l'Assemblée nationale, il a indiqué que la ZAD serait évacuée, je n'ai pas de raison de mettre en doute sa parole. Merci Bruno Retailleau, on vous laisse retourner dans l'hémicycle avec le vote sur l'égalité et citoyenneté, le texte important qui va avoir lieu dans quelques minutes. Merci beaucoup Mickaël. On continue sur notre plateau ce débat. On parlait du rappel de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, à la déontologie des fonctionnaires de police, même si le ministre comprend l'exaspération des policiers qui ont manifesté de manière inédite cette nuit dans les rues de Paris. Frédéric Espagnac. Oui, enfin, de toute façon, je pense que et les uns et les autres, on sera déjà solidaires avec ce qui s'est passé et malheureusement, le terrible incident en Essonne, à voilà, ça, je crois qu'il faut... La tentative d'assassinat, du reste. Parce que... Oui, on peut même dire ça, vous avez raison. Sauvageon, c'était un mot un peu léger du ministre de l'Intérieur quand on... écoutez, franchement, je pense que ce sujet-là, on ne va pas polémiquer. Non, mais c'est important de le dire par reconnaissance pour ce qu'ils endurent. En l'occurrence, écoutez, ils endurent beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que ça dit de l'état du pays, Frédéric Espagnac, les policiers qui manifestent comme ça en pleine rue la nuit? On ne peut pas laisser dire que Bernard Cazeneuve est léger sur ce genre de sujet. Je pense qu'on peut, en l'occurrence, difficilement mettre Bernard Cazeneuve en cause aujourd'hui sur tout le bilan qui est le sien à la tête de ce ministère. Oui. Christian Cambon. Oui, le seul problème, c'est que cette manifestation, elle n'était pas appelée par
les élus de la droite et du centre. C'est une manifestation spontanée qui, du reste, dépasse même le cadre des syndicats. Donc, il est un fait que ceci révèle un véritable malaise des forces de police pour qu'elles prennent le risque, ce qui est rarissime, le ministre l'a dit, de venir défiler avec leurs véhicules de service, dans des tenues de service et pour certains même encore armés. C'est donc qu'il y a un véritable problème. Alors, la tentation, elle est habituelle et on l'a utilisée auparavant quand c'était nos amis qui étaient aux affaires, c'est de dire vous avez fait ceci, vous avez fait cela et nous avons tenté de faire les choses. Si sincèrement les chiffres qu'a donné le ministre de l'Intérieur étaient exacts, on n'aurait pas ce genre de manifestation. Je ne suspecte pas M. Cazeneuve, dont un certain nombre d'entre nous considérons que c'est un bon ministre de l'Intérieur et que notamment il a fait ce qu'il fallait au moment des pages les plus tragiques qui ont eu lieu dans ce pays. Mais les balances de chiffres en permanence, on sait très bien, vous ne créez pas des escadrons de gendarmerie comme ça en l'espace d'un an ou deux. Vous ne créez pas 5000 postes de policiers comme ça. Dans mon commissariat de Charenton-Saint-Maurice, il y a 25% d'effectifs en moins. Mobile à Rosny-sous-Bois, par exemple, il l'a rappelé dans l'hémicycle, il n'y en avait pas eu depuis 1998. Oui, mais il y a, heureusement, enfin, ça fait près de 5 ans que ce gouvernement est aux affaires. Et comme l'a dit le président Retailleau, le gouvernement assume. Donc c'est la moindre des choses qu'ils aient fait des efforts. Par ailleurs, je rappelle qu'il y a 5 ans, on n'était pas du tout dans le même climat. Il n'y avait pas eu tous ces attentats. Donc, il faut aussi replacer les choses. Et puis, je pense qu'on parlera aussi de la question sur les fonctionnaires parce que c'est très intéressant sur ce sujet et tout est lié dans cette affaire. On va revenir quand même il y a 5 ans à ce qui avait été mené par votre gouvernement, la disparition de la police de proximité dans les quartiers, un certain nombre de décisions en effet sur les budgets du ministère de l'Intérieur. En l'occurrence, la question n'est pas de se renvoyer. Et je pense qu'au Sénat, on est en général au-dessus de ça, des chiffres les uns et les autres. La question aujourd'hui, c'est quand même de se dire que quand il y a 13 000 postes de policiers et de gendarmerie qui ont été supprimés, et qu'en effet, on en a recréé... Excusez-moi, je vous ai laissé parler, je vous ai écouté. Et qu'on en a, nous, recréé 9 000, c'est insuffisant puisqu'on n'est même pas revenu au niveau de 2012. Mais vous savez très bien... Je peux juste vous répondre un élément. Vous avez laissé parler longuement, je pense que le minimum, c'est le respect. Et je sais qu'en général, vous l'avez. Alors allez-y, terminez, Frédéric Espagnac. De ce point de vue-là, il y a aujourd'hui un trouble. Le trouble, il est malheureusement dû à des années et des années de coupes sombres qui ont eu lieu au ministère de l'Intérieur et qui, en effet, mettent ces hommes et ces femmes à la fois dans des conditions matérielles insuffisantes et en même temps, je précise que le gouvernement a assumé, a à chaque fois fait monter les budgets. Encore une fois, sur le ministère de l'Intérieur, c'est ce qui va encore continuer et se produire. Et moi, je salue l'engagement de ces hommes. Et puis, en effet, vous avez raison, il y a quand même quelque chose qui s'est passé hier soir. C'était bien au-delà des syndicats, puisque les syndicats, pour la plupart, n'étaient même pas au courant de ce qui allait se passer. Est-ce qu'il a raison, Bernard Cazeneuve, de rappeler les fonctionnaires à leur devoir de déontologie aussi ? C'est son rôle, et en même temps, je crois qu'on peut comprendre la situation dans laquelle ils sont. Ouais, Est-ce que je peux simplement dire que parmi les revendications de ces policiers, qui doivent être entendues, il y a justement la difficulté qu'ils rencontrent face à cette politique d'annonce de chiffres. Ils en ont ainsi, ils disent ça sert à rien du tout de nous annoncer constamment des effectifs et des chiffres. La réalité est sensiblement différente. Moi, je suis maire de banlieue parisienne, au commissariat de Charenton. Depuis que vous êtes là, eh bien, il y a un quart de policiers en moins. De 110, on est passé à 76. Ça, c'est des chiffres que le ministre connaît. Et donc... Arrêtons d'envoyer des chiffres à la figure des gens parce que les réalités sont très différentes. Et cette manifestation le prouve. Oui, il y aura une bataille des chiffres certainement lors de la prochaine campagne présidentielle, notamment autour de la réduction du nombre de fonctionnaires. Ça faisait l'objet d'une question dans l'hémicycle. Ça fait partie des propositions des différents candidats à la primaire. Alors, on sait que ce sont les enseignants, les fonctionnaires de police, le personnel hospitalier qui peut être touché. Comment voyez-vous les choses ? La réalité, les Français la connaissent. 2200 milliards de dettes. Chaque jour qui se passe, le gouvernement est obligé d'emprunter sur les marchés internationaux financiers pour payer les fonctionnaires. Est-ce que l'on peut continuer de la sorte ? Ce que nous disons, c'est qu'il faut effectivement faire un effort. Je rappelle qu'il y a plus de 5 millions de fonctionnaires. Et donc, on peut avoir une politique qui consiste, bien évidemment, à ne pas cibler, et je crois que ça a été dit, les compétences régaliennes de l'État
police, justice, etc. Dans l'éducation nationale, nous sommes le pays en Europe qui a le plus de fonctionnaires, le plus d'enseignants et le plus de personnel de l'éducation nationale. Quand les enseignants sont absents, on a du mal à les remplacer. Nous sommes 26e sur 28 sur l'éducation, sur l'efficacité de l'éducation nationale. Est-ce que c'est toujours, c'est la logique de la gauche de dire quand il y a un problème, il faut plus de fonctionnaires. Nous nous disons, on peut faire mieux, peut-être moins les payer. Je ne comprends pas pourquoi dans le service de la météorologie nationale, on a 2 fois plus de fonctionnaires. La réponse de Frédéric Espagnac pour terminer ce pour un débat. pays qui est plus grand. Frédéric Espagnac. Allez dire au personnel hospitalier que vous allez moins les payer, allez dire aux enseignants aujourd'hui que vous allez moins les payer. Non, on dit qu'on va vous venez plus de dire les on va payer. peut-être moins les payer. Donc non, on dit qu'on va plus les payer. Mais non, regardez le débat sur la primaire, moins de fonctionnaires, mieux payés. En tout cas, c'est ce que vous venez dire. Non, mais vous m'avez mal compris. Alors je vous laisse le mot de la fin pour conclure, Frédéric Espagnac, allez-y. Franchement, de ce point de vue-là, vous savez, quand je vous entends parler de la dette, je suis ravie parce que je me rappelle au début du quinquennat, François Hollande qui parlait de la dette et j'avais plutôt le sentiment à l'époque que la droite était contre en disant mais alors la dette ce n'est pas un souci. Alors quand maintenant vous m'expliquez que c'est à cause des fonctionnaires que vraiment il faut faire très attention à la dette, c'est une réalité. L'État a trop de charges, tous les experts le disent. Monsieur, je vous respecte et je pense que la moindre des choses, c'est ce que nous avons fait. Voilà. Mais là encore une fois, quand j'entends aujourd'hui, vous entends parler à la fin du quinquennat de la dette, alors que quand François Hollande l'a fait et a pris des mesures qui étaient nécessaires, j'entendais la droite qui le critiquait, je suis un peu surprise. Et quant aux fonctionnaires, regardez bien, puisqu'on est l'un et l'autre sur le terrain, vous-même vous parliez du manque de policiers à Charenton, mais écoutez, vous voyez bien, vous faites le constat qu'il en faut plus, puisque je vous rappelle que les uns et les autres sont mobilisés aujourd'hui, notamment en Ile-de-France et à Paris, pour la sécurité des Français. Donc oui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de commissariats où il y en a moins, parce qu'ils sont aujourd'hui en Vigipirate et d'autres sur le sol pour notre sécurité dans la période de terrorisme dans laquelle nous sommes. Que nous voulions diminuer le nombre de policiers. Il y a d'autres services de l'État dans lesquels on peut faire quelques efforts, sans ça on ruinera ce pays. On aura l'occasion de vous réinviter. Merci à tous les deux. Il est 18h, tout juste passé d'1 minute, toujours en direct sur Public Sénat. On parle à présent de l'affaire Baupin et de ses conséquences, puisque la résistance s'organise. Plusieurs collaboratrices parlementaires ont décidé de dénoncer le caractère massif et quotidien du sexisme dans le milieu politique. Elles viennent de lancer un site internet recensant de nombreuses anecdotes, toutes vécues. Vous allez le voir dans les couloirs du Parlement ou des ministères. Cécile Sixou. Je suis rentrée chez moi un soir et j'ai demandé à mon mari « Tu trouves ça normal qu'il m'ait fait un massage ?» Des témoignages comme celui-là, le site « Chère collaboratrice » en a déjà reçu une vingtaine. Lancé hier à l'initiative de 4 assistantes parlementaires, l'objectif est de dénoncer le sexisme ordinaire dans les assemblées. Des cas de sexisme, bien évidemment, il y en a de très nombreux, y compris entre parlementaires. Et le cas de harcèlement sexuel, il n'y en a pas plus qu'ailleurs, ni moins, il y en a. Mais c'est toujours très difficile pour les victimes de libérer leurs paroles et d'aller porter plainte. Après l'affaire Baupin, le sexisme en politique avait fait la une des journaux, mais rien n'avait été mis en place pour lutter contre le harcèlement en politique. Ce site internet a donc pour objectif de créer un outil pour libérer la parole, acte souvent difficile tant la relation qui se noue entre un parlementaire et son collaborateur se fait à huis clos. Il y a un lien de subordination entre, par exemple, un sénateur, un député et sa collaboratrice ou son collaborateur, et surtout on est seul face à notre employeur. C'est-à-dire il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de... C'est difficile d'en parler à d'autres personnes. Reçues cet après-midi par la délégation aux droits des femmes du Sénat, les collaboratrices parlementaires comptent réveiller le monde politique pour modifier les pratiques, mais surtout adopter des mesures concrètes. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Françoise Cartron, bonjour. Vous êtes sénatrice socialiste de la Gironde. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Brigitte Grésy, bonsoir. Secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Vous êtes également auteur du petit traité contre le sexisme ordinaire aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Elliot Lepers est également avec nous. Bonsoir. Vous définissez comme activiste numérique et vous êtes le fondateur du site Macholand, cofondateur macholand.fr, agir contre le sexisme. On va en parler dans un instant. Françoise Cartron, on vient d'entendre dans ce reportage de Cécile Sixou le besoin de mesures concrètes de ses collaboratrices parlementaires. Alors, on sait bien que le bureau du Sénat devrait peut-être se pencher sur ces questions très prochainement. Qu'est-ce que ça pourrait être des mesures concrètes pour lutter contre le sexisme en politique ?
Ah, mais des mesures concrètes, moi, dès qu'il y a eu justement cette affaire Baupin, en tant que présidente de la GAS, puisque voilà, c'est l'association qui gère tous les collaborateurs, j'ai réuni toutes les associations de collaborateurs pour leur dire, voilà, s'il se passe quoi que ce soit, si vous avez quoi que ce soit à nous faire remonter, moi je suis là, ma porte est ouverte, il est hors de question que le silence s'impose, il est hors de question de banaliser telle ou telle attitude. Donc, moi, je vous invite à parler et je vous invite à venir me voir. Donc, concrètement, elles m'ont dit, pour l'instant, on n'a pas de cas concret à vous soumettre. Mais en même temps, se poser une question, là, vous allez voir comme les choses sont liées, la restructuration des bureaux du Sénat. Et vous savez qu'on a une particularité au Sénat où dans le même bureau cohabitent à la fois le sénateur et à côté son lieu de vie, et en particulier son lieu de sommeil, de couchage, et le bureau de la collaboratrice. Et là, est sortie tout de suite cette revendication des collaboratrices en me disant « Nous, on est extrêmement gênés que, comme cela, on mélange le lieu de travail et le lieu privé, et donc on demande que dans la future restructuration, les choses soient mieux identifiées. » Et la mesure concrète, donc j'ai fait remonter ça au Conseil de questions. Ça a un peu discuté. Au début, on m'a pris un peu à la légère. Et les prochains bureaux du Sénat seront absolument séparés, le lieu de travail du lieu de vie de sénateur. Donc voilà une première mesure avancée concrète. Effectivement. Brigitte Grésy, on sait que le monde politique a été secoué. Il y a eu l'affaire DSK, l'affaire Baupin. On a le sentiment que la parole se libère petit à petit. Mais quand on lit les quelques témoignages, on peut avoir aussi le sentiment que c'est l'omerta qui règne et que ça s'est un petit peu amplifié. Certaines collaboratrices parlant de l'expression « je vais te baupiner » par exemple. Mais l'omerta est partout, pas seulement dans le monde politique, elle est aussi dans le monde du travail. Donc nous sortons une grande enquête là dans un mois sur la population cadre d'une part et non cadre de l'autre. Les chiffres sont assez étonnants. Donc aujourd'hui, les femmes bricolent avec le sexisme, ne veulent pas le dire, il y a un déni, parce que le coût de la dénonciation du sexisme est beaucoup plus lourd que le coût de l'évitement. À partir de là, elles sont épinglées, il y a une étiquette. Et donc, on voit bien que l'enjeu, c'est la fin de la loi du silence. C'est de dire, c'est de rendre visible et c'est de sensibiliser l'ensemble, je crois, des sénateurs et des députés qui sont dans une sorte de colloque singulier avec leurs collaboratrices, une sorte de couple d'une espèce très particulière, et vraiment de les sensibiliser à ce que sont les stéréotypes de sexe, à ce qu'est le sexisme, parce qu'il y a une tolérance beaucoup plus grande au sexisme dit ordinaire qu'au racisme et à l'homophobie. Ouais, qui s'est banalisé. Elliot Lepers, qu'avez-vous souhaité faire en créant, en cofondant ce site matchholland.fr, agir contre le sexisme? On sait que c'est un combat long, difficile, alors pourquoi ce site et à quoi sert-il? Matchholland.fr, l'objectif c'est d'abord d'épingler le sexisme dans l'espace public, donc dans la publicité notamment, dans les paroles de représentants politiques régulièrement, et puis de pouvoir interpeller directement l'émetteur de ces propos. Tout simplement, en fait, le sexisme, on a besoin de le rendre visible parce qu'on l'a tellement intériorisé depuis tellement longtemps qu'aujourd'hui, hommes comme femmes d'ailleurs, eh bien, on n'est pas forcément équipé pour l'identifier, pour savoir qu'il y a un problème dans tel comportement, dans tel geste, dans telle remarque. Et donc, on doit devenir plus sensible, devenir plus intolérant en fait à tous ces signes-là pour savoir les identifier et pour savoir les contester. Oui, Françoise Cartron, on a parlé du monde de l'entreprise, mais si je reviens au monde politique, est-ce que vous avez le sentiment que c'est un terreau plus favorable, plus propice à ce type de comportement inapproprié? Est-ce que finalement, il y a un exercice du pouvoir? Vous parliez de la promiscuité et du travail finalement entre une collaboratrice, un collaborateur et son député, son sénateur. Ah mais bien sûr, parce qu'il y a ce monde du pouvoir, mais je pense que c'est à rapprocher du monde de l'entreprise. Il y a aussi dans le monde politique l'arrivée des femmes et leur revendication à occuper une vraie place et qu'elles soient reconnues, à bousculer et à déranger beaucoup des hommes, parce que chaque fois qu'une femme arrivait, c'était la place d'un homme qui était en moins et qui disparaissait. Donc aujourd'hui, heureusement qu'il y a eu la loi sur la parité, autrement on n'en serait toujours pas, là. Mais cette loi de la parité, à chaque élection, cela revient avec des propos plus ou moins soi-disant humoristiques, mais en tout cas qui font que je perçois que chez les hommes, mais cette révolution culturelle n'est pas encore faite, elle n'est pas encore aboutie, et il faut beaucoup, je crois, convaincre, dénoncer, travailler et dire qu'il y a des propos qui sont toujours
inadmissibles et des regards qui regardent la femme autrement qu'au-delà de sa compétence et de ce qu'elle peut être, qui sont justement à ne plus tolérer. Ouais, Brigitte Grésy, pourtant le monde politique devrait être exemplaire et il y a toujours un sentiment d'impunité qui peut régner aussi. Oui, mais la fonction publique devrait être également exemplaire et il y a aussi du sexisme. C'est-à-dire que je crois que la mixité n'est pas pensée dans le monde du travail. Or, la mixité, comme vous l'avez très bien dit, ça suppose des conditions d'accueil qui permettent aux femmes de trouver toute leur place. Donc la promiscuité, c'est une catastrophe. Ne pas avoir de vestiaire, de lieu dans le bâtiment pour les femmes, c'est aussi une catastrophe. Et puis, ça veut dire toute une régulation des attitudes et des conditions de travail, y compris dans la prise de parole. C'est tolérance zéro pour le sexisme. Et là, nous allons sortir un kit sur l'agissement sexiste à destination des entreprises et des organisations de travail. Et ça passe par une dizaine de leviers, mais allant de la sensibilisation à la prévention et à la sanction. Ouais. Elliot Lepers, quel regard portez-vous sur le site des collaboratrices parlementaires, chères collaboratrices? Est-ce que vous pensez que ça peut faire évoluer les mentalités? Est-ce que ça peut faire bouger les lignes? Je pense que c'est indispensable en fait que la parole existe, que la parole soit représentée et donc qu'on soit confronté en fait à ce genre d'expériences qui peuvent pas rester dans l'ombre en fait. Et donc faut que la peur change de camp. Ça c'est pas nouveau comme expression, mais c'est indispensable de se dire qu'en fait c'est pas la victime qui est fautive dans ce genre de problématiques. Il y a la question du surnombre aussi. Cueillir seulement 30%, et encore je suis gentil, de femmes parmi les parlementaires, crée un déséquilibre. C'est que c'est un monde, la politique c'est un monde d'hommes. Et donc eh bien, voilà, ça permet de faire exister ce genre de comportement. Françoise Cartron, on parlait du devoir d'exemplarité des élus. On sait qu'il y a encore eu récemment l'interpellation par la députée Isabelle Attard de l'actuel ministre de l'aménagement du territoire. Il est justement sur une affaire classée sans suite, mais il y a toujours, je le disais, un sentiment d'impunité qui persiste et qui peut être renforcé par un vote aussi du Sénat, c'était vendredi dernier, dans le cadre du projet de loi égalité et citoyenneté, sur le rejet de la peine d'inéligibilité systématique pour les élus en cas de violence ou d'agression sexuelle. Ah ben oui, moi je le regrette. Dans cette loi égalité et citoyenneté, il y a eu beaucoup d'articles qui n'ont pas été retenus, soi-disant que ça n'entrait pas dans le sujet. Or, lorsqu'on parle de la manière dont on considère les femmes, dont on leur parle, dont on les traite, c'est une question d'égalité. Il y avait aussi un article qui parlait aussi par rapport au droit à l'avortement et par rapport à ces sites qui véhiculent tout un tas de fausses informations et qui mettent la femme en situation donc de difficultés. Tout ceci n'a pas été retenu par nos collègues rapporteurs. Moi, je le regrette parce qu'on est au cœur de l'égalité. On parle beaucoup justement de ces valeurs, liberté, égalité, fraternité. Eh bien, les femmes, lorsqu'elles sont comme cela considérées, lorsqu'elles sont comme ça apostrophées, lorsqu'elles sont comme ça mises à l'écart, parce qu'en politique, il faut le dire, il faut avoir une certaine ténacité pour arriver à se faire accepter sans être caricaturé. Parce que très vite après, nous sommes caricaturés. Et moi, je vais vous donner un exemple récent. Samedi, j'étais au congrès des maires ruraux. Et il y avait un très grand président de région qui me voit lorsqu'il ne connaît pas mon nom. Donc il salue le président du conseil départemental, cher monsieur, et moi il m'appelle Madame la gentille sénatrice. Oui. Eh bien ça veut tout dire. Voilà, pour une femme, heureusement, j'aurais pu être la méchante, mais là j'ai été la gentille. Ce qui vous dit dans ce mot, j'ai ressenti dans ce mot tout le mépris et toute la condescendance. Et ben voilà, ça c'était il y a une semaine. Brigitte Grésy, on sait que l'arsenal législatif s'est déjà étoffé avec un élargissement de la définition, notamment du harcèlement sexuel qui a été élargi aux propos, aux comportements sexistes. Pourtant, en 2015, on a recensé seulement 1050 plaintes. Il faut dire que les poursuites pour sexisme sont très rares encore. Oui, alors la notion d'agissement sexiste est toute nouvelle. Elle a été intégrée en 2015 et je salue le Sénat qui a permis d'étendre à l'agissement sexiste l'aménagement du régime de preuve. Et ça, c'est très bien. Et donc, aujourd'hui, on a quand même dans notre code du travail que nul ne doit... l'agissement sexiste est interdit, c'est-à-dire tout ce qui porte atteinte à la dignité d'une personne ou crée un environnement intimidant, humiliant, offensant, dégradant. Et donc, on a là, au niveau du droit, un élément supplémentaire
qui, je crois, va devoir ensuite faire ses preuves, c'est-à-dire la justice doit s'en emparer, les juges doivent s'en emparer et aussi les femmes. Donc on a un arsenal juridique supplémentaire. Mais je crois qu'autour de cela, il faut travailler à une approche systémique, c'est-à-dire travailler sur ce qu'est la mixité, c'est-à-dire permettre qu'on n'ait pas que des collaboratrices femmes ou des sénateurs hommes, mais que précisément on ait des élus à égalité hommes et femmes et qu'on ait aussi des collaborateurs hommes, qu'il y ait de la mixité, qu'il y ait, à mon avis, des cellules d'écoute dans toutes les organisations, qu'il y ait, je crois, des sortes de vade-mecum qui sont publiées officiellement tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale de la part des plus hautes instances et qui disent tolérance zéro au sexisme, c'est inadmissible et le sexisme passe par des interpellations familières, ma jolie, ma belle, ma gentille, passe par de l'humour soi-disant grivois mais qui est en fait de l'humour unilatéral, passe par du sexisme bienveillant, des techniques d'exclusion, parce que le sexisme, c'est grave, parce qu'à la fois ça exclut les femmes, mais elles s'auto-excluent. C'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype, c'est-à-dire qu'elles intègrent ces interdits. Ouais, Elliot Lepers, pour conclure sur ce débat, malheureusement on n'a plus beaucoup de temps. Qu'avez-vous pensé aussi de la campagne mise en place par le gouvernement en septembre, Sexisme pas notre genre? Est-ce que vous pensez que ça a suffisamment produit ses effets? Je pense qu'aujourd'hui, il nous manque un grand plan en fait, de sensibilisation sur ces enjeux. On voit que la sécurité routière, par exemple, ça représente près de 80 millions d'euros de budget pour sensibiliser et ça fonctionne. C'est-à-dire que le nombre de morts est réduit. Eh bien, aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'autant d'audace, d'autant d'ambition sur la question de l'égalité entre les sexes. Et donc, on a besoin d'un gouvernement qui prenne cette responsabilité au sérieux. Et j'espère que ce sera très bientôt. Depuis 1993, tous les ans, il y a le même chiffre qui ressort, 20% des femmes se déclarent avoir subi du harcèlement sur leur lieu de travail, 20%. Ça ne bouge pas en 20 ans, c'est quand même considérable. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. J'accueille tout de suite Michel Grossior. Bonsoir Michel. Dans un instant, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat, l'épreuve de vérité. Et vous recevez ce soir le secrétaire général des Républicains, Éric Woerth, soutien de Nicolas Sarkozy. Oui, alors trois grandes questions. D'abord, on lui demandera si, selon lui, tout est acheté dans le bilan de François Hollande, qui prétend avoir redressé la France. Ensuite, nous lui demanderons pourquoi, selon lui, justement, le programme de Nicolas Sarkozy serait le meilleur. Enfin, troisième question, nous l'interrogerons pour savoir si, selon lui, en fait, la primaire n'est pas déjà pliée avec Alain Juppé, qui bénéficie toujours, chaque jour, davantage d'ailleurs, de bons sondages. Mais nous commencerons l'émission par interroger Éric Woerth, bien sûr, sur la manifestation des policiers la nuit dernière sur les Champs-Élysées à Paris. Une manifestation dénoncée d'ailleurs par Bernard Cazeneuve qui rappelle les forces de l'ordre à leur déontologie. Qu'en pense-t-il? Et puis nous parlerons également des violences ces dernières heures dans un certain nombre d'établissements scolaires, notamment en Ile-de-France, dans le Val d'Oise et également en Seine-Saint-Denis avec des violences très graves commises contre des professeurs. Et qu'est-ce que cela indique comme évolution de la société aujourd'hui. Merci beaucoup Michel. En attendant 18h30, retour sur les temps forts de la séance de questions d'actualité au gouvernement. Le best-of préparé aujourd'hui par Alexandre Poussard. La manifestation qui rassemblait cette nuit 500 policiers sur les Champs-Élysées, indépendamment de mots d'ordre syndical, est une première qui exprime, s'il en était besoin, le degré d'exaspération qui frappe l'ensemble des forces de police. Dès minuit, ils étaient plus de 400, venus de Paris et des environs, rassemblés devant l'hôpital où un de leurs collègues, gravement brûlé dans sa voiture à Viry-Châtillon, la semaine dernière, se trouve toujours entre la vie et la mort. Il y a urgence à répondre au grand malaise qui s'installe dans l'esprit de ceux qui ont la charge de nous protéger. Devant les situations qui se répètent désormais, vos réponses quantitatives deviennent de plus en plus dérisoires. On renforce les dispositifs, mais on persiste dans les erreurs d'appréciation. Monsieur le ministre, avez-vous conscience que la réalité apporte un démenti quotidien au choix que vous avez fait depuis le début de ce quinquennat? Monsieur le sénateur, merci pour votre question. Je sais que vous n'avez pas terminé votre question, monsieur le sénateur. Sinon, je vous laisse le temps de ma réponse, hein, il n'y a pas de problème. Je sais que nous sommes dans un exercice politique qui s'appelle la primaire et qui ne porte pas trop mal son nom d'ailleurs. Je voudrais apporter des réponses extrêmement précises à la question que vous m'avez posée. D'abord, monsieur le sénateur,
vous expliquer que les politiques quantitatives ne servent à rien. Moi, je vous invite, quand vous voulez, à venir avec moi dans les commissariats pour écouter ce que pensent les policiers dans les brigades de gendarmerie de la suppression de 13 000 emplois dans le quinquennat précédent. Je vous demande de venir avec moi devant les CRS et les gendarmes des escadrons de gendarmerie mobile pour mesurer avec moi et avec eux les conséquences de la suppression de 15 unités de force mobile pendant le quinquennat précédent. Je vous demande de venir avec moi dans les gendarmeries et dans les commissariats de police pour aller expliquer aux gendarmes et aux policiers que l'excellente politique que vous avez menée, qui a conduit à une diminution de 15% des crédits d'investissement de la police et de la gendarmerie, au point qu'ils n'avaient plus de moyens de protection, qu'ils n'avaient plus d'armes, qu'ils n'avaient plus de véhicules, était une excellente politique. Alors, Madame la sénatrice, vous levez la main en disant 5 ans. Eh bien oui, pendant 5 ans, nous aurons créé 9 000 emplois dans les forces de sécurité. Nous aurons augmenté de 15% les crédits d'investissement dans la police et dans la gendarmerie. Nous aurons acquis cette année près de 6 000 véhicules, là où vous aviez été incapable de les remplacer dans les années précédentes. J'aurais été à Rosny, créé le premier escadron de gendarmerie mobile depuis 1998. Nous aurons créé 22 pelotons de gendarmerie supplémentaires dans les escadrons de gendarmerie mobile. Donc croyez-moi, monsieur le sénateur, ceux qui ont manifesté cette nuit savent parfaitement quelle est la différence entre votre politique et la nôtre. Mais ils manifestent une exaspération que je comprends, même si je leur dis très clairement que l'on ne peut pas, quand on est policier, défiler avec des voitures de police et des gyrophares, parce que ça, ce n'est pas conforme non plus à ce qu'est la déontologie de la police dans la République. Fin septembre, le président de la République déclarait, je cite, « Nous devons démanteler complètement, définitivement le camp de Calais ». Vous avez vous-même affirmé que l'opération devait revêtir un caractère humanitaire et qu'elle serait lancée dès lors que les conditions en termes de mise à l'abri seraient réunies. Nous partageons cette volonté, Monsieur le ministre, mais la date du 24 octobre envisagée pour le démantèlement soulève des inquiétudes. Des réfugiés se verront proposer une place en CAO, mais y a-t-il suffisamment de places prévues? La réussite de cette opération dépendra aussi beaucoup de la préparation en amont, de l'accueil des réfugiés par les acteurs locaux en lien avec la population. De nombreuses associations ainsi que le défenseur des droits s'interrogent sur la manière dont vous allez garantir la protection des centaines de mineurs qui ne seront pas admis en Angleterre. Pour ce qui concerne les mineurs isolés, ils seront pris en charge intégralement par l'État pour que les départements n'aient pas à supporter cela. Et tout est prêt pour faire cette opération et ne pas la faire aujourd'hui, alors que toutes les conditions humanitaires sont réunis pour la réaliser avec succès, serait une manière de maintenir dans la précarité des populations qui ont déjà beaucoup souffert des persécutions, du froid et de la vulnérabilité. Et le camp, Madame Benbassa, et j'ai compris de votre question que vous étiez en accord avec moi sur ce point, ne peut en aucun cas être pour ceux qui sont attachés au droit d'asile un idéal humanitaire. Alors que se tient aujourd'hui au Luxembourg le Conseil des ministres du commerce de l'Union européenne, le Parlement wallon a fait savoir qu'il refusait à une large majorité de donner son accord pour la signature par la Belgique du traité global de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, le très contesté CETA. Cette décision bloque potentiellement la procédure engagée pour une ratification du traité prévue le 27 octobre prochain entre le Canada et les États membres de l'UE. Monsieur le ministre, après avoir reconnu que les négociations entre la Commission européenne et le Canada avaient été conduites dans une totale opacité, après avoir pourtant refusé que les parlements nationaux soient préalablement consultés avant toute mise en application anticipée de ce traité, pouvez-vous nous dire si la signature de cet accord aura bien lieu le 27 octobre contre l'avis du Parlement wallon, ou si au contraire la sagesse l'emportera en permettant l'expression démocratique de tous les parlements nationaux sur le contenu de cet accord et sur ses modalités d'application? Vous l'avez dit, la Belgique n'a pas été en mesure de donner son accord sur ce traité. Les ministres européens n'ont donc pas réussi à s'accorder. Cette situation ne change rien à la position de la France que vous connaissez. Différer plus avant l'entrée en vigueur de ce traité exposerait l'Union européenne à de sérieux problèmes de crédibilité et pénaliserait nos exportateurs. L'entrée en vigueur provisoire dont il s'agit
n'est pas un déni de démocratie, elle s'inscrit dans le cadre des traités européens qui font de la politique commerciale une compétence communautaire. L'application provisoire ne concerne que les compétences de l'Union européenne et n'interviendra que si le Parlement européen, qui se prononcera en toute transparence, donne son accord. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, l'épreuve de vérité qui reçoit ce soir le secrétaire général des Républicains, le député Éric Woerth, et soutien de Nicolas Sarkozy. Bonne soirée à tous.